bonnes heures. Bonjour, bienvenue sur le plateau du JDH pendant que la musique continue et tout, on s'ambiance de folie. Pendant 2 heures, enfin 1 heure 52 minutes, de la tech, des news et tas de trucs. Et là aujourd'hui, vous savez pas encore, mais moi j'ai carrément un runner qui est parfaitement rempli par Florian et les invités que je vais vous présenter dans quelques instants. C'est du délire, on a plein de trucs à vous dire, donc quelques dossiers un peu cuisants et qui sont justement en direct, en contraste avec l'actualité. Vous savez peut-être ce qui s'est passé, mais on va en parler justement. Et justement, un truc important, c'est que là on ouvre l'antenne, on la réouvre. Tout à l'heure, on avait un des meilleurs commentateurs de Fusée avec Nicolas qui était en live sur le stream et on attend Otaxu. Mais entre-temps, avant qu'arrive le petit Otaxu, on a le Captain Well. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Un peu déçu puisque j'ai remarqué que la machine à café était passée à 30 centimes au lieu de 20. Mais non. C'est une honte. C'est une augmentation de 33% que je ne comprends pas, je tiens à Tu dire. sais qu'il y a des gens qui viennent ici uniquement pour le prix de la machine à Honnêtement, café. c'est pas cher. Parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et Otaxu est en chemin, on me dit voilà, on a un Telex qui vient de tomber en disant voilà, je suis en chemin et tout. Donc il va arriver et croyez-moi, il va être parfait. Donc oui, tu es déçu du prix de la machine à... Ouais, mais c'est pas grave, 30 centimes, ça reste raisonnable quand même. À 30 centimes, on est 100 fois en dessous du marché par rapport au marché parisien. Voilà, à peu près. C'est pour ça. Et maintenant, en plus, tu as un petit truc, tu peux payer en carte bleue. C'est un acte de charité chrétienne à ce niveau-là. Je veux dire, moi, je ne trouve pas d'autres mots. Dans tous les cas, tu vas nous parler de quelque chose d'absolument incroyable tout à l'heure. Alors, on va faire un petit dossier, je ne sais pas, en tout cas, on va parler de l'histoire de SpaceX, puisqu'effectivement, c'est d'actualité aujourd'hui. Oui. Vous l'aurez remarqué tout à l'heure, si vous avez regardé au loin, à l'horizon, il y a une petite explosion. Et on va parler de comment SpaceX en est arrivé là. Voilà. Ça tombe bien. On ne pourra pas dire que cette émission ne colle pas avec l'actualité. Hyper d'actualité. Parce que là, on est en plein dedans, donc restez bien, on va avoir un dossier complet avec toi. Amandine, je suis à nouveau super content que tu sois là. Oui, moi aussi. C'est génial. Amandine du Journal du Geek, tu as plein de trucs à nous dire aussi. Oui, plein. Et oui, on va parler Samsung Galaxy, on va parler Amazon Kindle et on va faire un mixte entre Elon Musk et l'IA. Et ça va être bien. Ça va être encore memorable, unforgettable. Kassim, tu es de retour. Bonjour. Ça va ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, C'est ça fait vrai. bien 1 mois que tu n'es pas venu. Eh oui. En plus, tu as bonne mine et tout. Je suis jaloux, moi qui ai une gueule de... Bon, bref, ça va pas du tout. Mais toi, tu as vraiment bonne mine. Ah bah merci, écoute. T'es en vacances ou quoi en plus ? Pas du tout, je suis au bout de ma vie intérieurement, mais tout va bien. Mais Non, mais bien parce sûr, qu'à on a mon bonne avis, mine. il y a des UV chez Frandroid, tu vois que ça. Parce qu'ils ont dû te mettre un truc sur la tête parce que quand même, tu m'as parlé de quoi ? Je vais vous parler. Moi, je vais parler plutôt chinois. Je vais parler Honor et Xiaomi aujourd'hui. Pas mal de nouveautés à se mettre sous la dent. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est l'attaque quand même. Et puis Oui. je crois qu'il y a Titouan qui est en train de rentrer justement d'un press trip à Pékin et je pense qu'il doit atterrir ou être dans son lit actuellement. Enfin, C'est bon, il est de retour en France. On dit Beijing, mais c'est bon, il est de retour en France. il est de retour en France, normalement, on pourra donc en parler encore plus avec lui. Dans tous les cas, c'est merveilleux, je suis content que vous soyez là. Donc Otaxu va arriver dans quelques instants. Mais d'ici là, on va envoyer l'actu de la semaine avec un beau jingle de la régie. Et Monsieur Kassim, qu'on est content d'avoir. Restez bien avec nous, il y a tellement de choses, vous allez pleurer de joie. Allez, c'est parti. Jingle. Justement, Made in Beijing ou dans le coin, Kassim, on parle de Xiaomi. Oui, qui avait une grande conférence, un lancement mondial de plein de produits, dont le maître, un peu le fleuron, c'était le Xiaomi 13 Ultra. Et si on était présent sur place côté Frandroid, c'est parce que cette fois, il va enfin sortir. Alors là, c'était le lancement en Chine, mais on l'attend en Europe cette fois. En vrai, un peu de vrai. Le Xiaomi 12 Ultra, il était resté cloîtré en Chine. Non, cette fois, voilà, ils vont le lancer en Europe et c'est le fleuron de Xiaomi. C'est ce qu'ils font. Ils arrivent à faire de meilleurs sur smartphone. Et à mon avis, le prix d'ailleurs va s'en ressentir. On parle là. Souvent, avec Xiaomi, on est un peu habitué à des smartphones qui misent sur le rapport qualité-prix, sur de l'agressif. Là, non, on va être vraiment sur quelque chose de compétitif avec le Galaxy S23 Ultra, avec les iPhones et compagnie. Donc, on est à plus de 1 000 € probablement. On n'a pas le prix européen encore. Hein. Mais voilà, On est vers les 1002, 1199. Voilà, probablement quelque chose dans cet ordre d'idée. Donc, on est sur cette gamme de prix-là. Et pour cette gamme de prix-là, Xiaomi, ils ont mis le paquet. On a un écran OLED, évidemment. On a l'appareil photo co-développé, n'est-ce pas, bien sûr, avec Leica, on leur fait confiance, évidemment, pour que ce ne soit pas que des arguments marketing, n'est-ce pas ? On ne sait jamais. Parce que tu sais, sans arrêter ta magnifique diatribe, il y a souvent des marques qui annoncent des collaborations. C'est-à-dire, voilà, on a créé un smartphone avec Zeiss, avec Leica,
et machin, et truc. On met tel capteur dessus, et quelquefois, les noms ne font pas tout. Exactement. J'espère que ça se passe. Parce que quand on lance un produit, quand ça s'appelle Xiaomi et que ça va dépasser 1100 €, il faut être sûr de son coût, parce qu'on est habitué à des prix plus serrés, justement. Disons que c'est une bonne façon pour certaines marques qui n'ont pas encore la légitimité d'un Samsung, d'un Apple ou d'un Google de justement s'associer avec des noms un peu plus connus pour essayer de rassurer un peu Tout à le fait. client. Souvent, ça va au moins au traitement un peu photo pour essayer d'aller répliquer, on va dire, le visuel qu'on peut avoir de ces marques-là. Et des fois, ça va un peu plus loin. J'espère que là, ça ira plus loin, effectivement. Mais pour le coup, ils essayent vraiment de mettre l'accent sur la photo sur cet appareil-là, puisqu'on aura aussi le droit à des accessoires. On a des magnifiques photos. Je pense que c'est les photos en plus. Est-ce que c'est la main de Titouan? Je ne sais pas. De tout. Non, je sais pas. Donc ils ont vraiment mis le max sur cette photo. Enfin, sur l'appareil photo, on voit le module photo qui prend un maximum de place à l'arrière de l'appareil. Et il y a un accessoire qui va permettre vraiment de le transformer en appareil photo avec une poignée. Ah, et comme une sorte de gimbal fixe, enfin Alors un non, truc vraiment le côté compact, tu vois, le côté Compact. d'avoir Ouais, j'ai vu. poignée pour avoir le déclencheur. Sur Android déjà, de toute façon, vous avez. Oui, bien sûr. Titouan en fait paraître, oui. Donc tu auras une batterie intégrée dedans et ça va permettre d'avoir le déclencheur, de pouvoir zoomer, tu vois, en jouant avec la bague directement, de pouvoir mettre des filtres, etc. Donc il y a un petit côté, sans aller jusqu'à des objectifs interchangeables, il y a un petit côté appareil photo qui va plus loin que le simple smartphone, quoi. Tu te rappelles du Nokia avec l'optique derrière et tout, C'est il y avait ça, les Samsung oui. et tout. Ouais, c'est ça. C'est que les gens, en fin de compte, là, ils travaillent sur la photo, mais il faut savoir qu'à ces prix-là, les gens achètent un photophone. C'est-à-dire qu'en effet, à 500, à 400 €, on a des produits qui fonctionnent très très bien, qui sont rapides et ont un bel écran. Mais quand on grimpe, c'est direction la photo. Qu'on soit clair. Donc au Bien fur et sûr, à mesure, ils ont intérêt à s'associer pour crédibiliser leur image. C'est là le truc. Qu'est-ce qu'ils font là? Oui, clairement. Et c'est sur ça que va vraiment miser le smartphone. Voilà. Il s'appelle le 13 Ultra. Révélateur. Et la question C'est le que 13 Ultra. la question que je me pose, c'est est-ce que les consommateurs sont prêts à foutre 1200 € dans un Xiaomi? C'est un peu toute la question. Après, je pense que c'est une bonne question et en même temps, c'est en se plaçant à 1200 € qu'année après année, ils peuvent aussi réussir à s'intégrer sur ce marché-là. C'est ce qu'a fait Samsung au début. Samsung avait ce rôle-là quand ils sont rentrés sur le marché européen. Ils avaient le rôle de Xiaomi. C'était les Coréens, d'une manière générale, jouaient sur le rapport qualité-prix au milieu des années 2000. Et c'est en fait en montant en gamme et en s'imposant sur En du haut de prouvant. gamme Ouais, C'est bien capable de le sûr. faire. et en prouvant qu'ils étaient capables de le faire, qu'ils ont réussi. Aujourd'hui, ça nous paraît moins normal d'avoir un S23 Ultra qui coûte 1300 €. Quand Samsung a lancé ses premiers Galaxy, on parlait de smartphones qui étaient à 500, 400 €, enfin qui étaient beaucoup plus accessibles. C'est quand même une certaine somme, 1300 balles. Bah, les Galaxy Ouais. ont ouvert les Galaxy et les Apple ont ouvert la voie. Hein. Oui, Ouais, bien sûr. mais C'est ça. c'est chez Samsung et Apple. les prix des grandes marques. Xiaomi paye 1200 balles, 1300 € pour un Xiaomi, Bah, même si l'appareil c'est ça. photo est excellent, c'est pas vendu tout de suite. Honor, c'est un peu le même trip quelque part, parce qu'Honor Honor a une ancienneté également sur ce marché, qui est le marché chinois. Ils sont très forts sur le marché. Et comme tu vas peut-être en parler, moi j'en parlerai tout à l'heure également dans le récap, ils sortent des produits qui sont également à 1199 € pour des marques. Moi, j'aime pas dire marques chinoises, un truc comme ça. C'est des marques asiatiques où on n'est pas habitué à les avoir à ce prix-là. C'est ça. C'est-à-dire, c'est des marques qui sont lancées en disant Oui, on bien va sûr. vous faire un truc très très bien à 400 €, ce qu'avait fait OnePlus au début. Ils avaient dit tiens, tu as tout ce que fait nous, on le fait plus. Et maintenant, les OnePlus, on a 1000 €. Donc tu vois, on va faire un petit sondage, je pense. Tiens, c'est très très bien, la régie, Florian, plus de 1000 € pour un Xiaomi. Petit sondage. Est-ce qu'en effet, ça vous paraît une aberration, comme on s'est dit sur le plateau en parlant entre nous? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est envisageable? Ou pour dire vos 1000 €, moi je veux un Samsung ou un Apple? Bah, c'est ça. Si les gens ont le choix, qu'ils doivent dépenser 1200 € dans un C'est un- téléphone, C'est est-ce un qu'ils peu ce n'auront que pas je me dis, ouais. tendance Ou à un plutôt pixel, aller. tu vois, Un pixel. à la limite, mais C'est ça. Après, il a de vrais arguments sur la fiche technique. Oui. Je pense qu'il arrivera à être, Mm. on l'a pas encore testé, mais il arrivera à être convaincant, en tout cas, sur le résultat final, en termes de finition, en termes d'écran, en termes de performance avec le Snapdragon, etc. Ouais. Il a une recharge très rapide, enfin tout ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme. Oui, en mais après, 2023. Xiaomi, il y a une bonne T'as marque. raison Moi, aussi, j'utilise des c'est-à-dire Xiaomi. que J'utilise des c'est Xiaomi, en toi. se positionnant Je dans suis le assez haut de gamme qu'ils Mm. peuvent aussi s'imposer, enfin s'ils le font Mm. jamais, c'est sûr que Bah, ça ça crédibilise n'arrivera la pas. marque, ça va Ouais. de soi. C'est-à-dire que faire un haut de gamme qui fonctionne comme ce que fait le Honor, puisque le Honor, a priori, dans les tests sur Android, ça s'est bien passé. Hein. Mais on en parle juste après. Oui, non, mais pas de problème. Oh là là, loin de moi l'idée de te faire de l'ombre, mon petit Cassim d'amour. Mais l'idée, c'est quand même, ce sont des marques. Bien sûr. En effet, quand tu te retrouves avec une bonne presse mondiale, avec un produit, ça t'assoit la marque. Bien sûr. Ils sont capables de le faire. Et je pense que, Je pense en aussi. plus, pardon, le lancement simultané. Enfin, on parle les deux la même semaine, c'est pas non plus un hasard qui est le plus. Cinquième dimension. Moi, j'y croyais pas. Je dirais, alors, là. Est-ce que c'est tout ce que tu as à nous dire sur le 13 Ultra ou on continue, mon petit Cassim? Ben, je pense qu'on peut rapidement parler des autres nouveautés de Xiaomi parce qu'ils ont quand même développé toute une gamme. On a notamment une barre de son, la Xiaomi SoundMove. Enfin, c'est pas une barre de son, pardon, c'est une enceinte externe qu'on va pouvoir balader
puisqu'elle va permettre de écouter de la musique, mais à l'extérieur, même sous la Quelle pluie. taille elle fait avec ta main? C'est une grande, c'est une petite barre de son ou c'est une enceinte? Non, ça tient en main, ça fait un peu plus grand qu'une batterie externe, quoi. D'accord. C'est vraiment une petite Ah bah batterie. voilà, en effet. Voilà, Ah bah oui, c'est-à-dire- cool. Voilà. Donc c'est vraiment fait pour écouter, je ne sais pas, un peu de musique sur la terrasse quand tu fais un barbecue, par exemple. Ah cool. Puisqu'on a une certification IP66, donc on va être capable d'avoir une petite résistance à la poussière et à l'eau. Ça va pas non plus, tu vas pas l'amener à la piscine non plus, mais tu auras de quoi voilà, la garder s'il pleut ou tu as une projection d'eau justement de C'est la la première piscine. fois ça qu'ils font servira. ça, hein. Moi, j'en ai testé sur la chaîne des produits à 49 ou 50 euros chez Xiaomi. Alors, Cassim, si tu regardes, on a les résultats du sondage par rapport à ta chronique. Voilà, tu peux le dire. Tu peux le dire. La surprise est totale puisque les gens trouvent à 88% que c'est trop cher un smartphone à plus de 1000 euros. Après, je pense pas que Xiaomi compte. Pour Xiaomi. Oui, pour un Xiaomi. Je pense Ah, pas ils sont- que Xiaomi compte en vendre des millions non plus d'exemplaires. Justement, tu parlais un peu de asseoir une la marque. Ouais. Ah, mais C'est ça c'est une peut vitrine. être, C'est une vitrine pour eux. C'est Oui. aussi montrer qu'ils sont capables. Et puis, je pense que c'est aussi le but d'avoir des bonnes notes en fait dans la presse, ce qui va permettre aussi à la marque de rayonner et de dire, ok, s'ils sont capables de faire des très bons smartphones à plus de 1000 euros, mon smartphone que je vais acheter à 300 euros, peut-être qu'il sera quand même bien, quoi. Voilà, c'est les courses automobiles avec Renault ou Honda qui gagnent. Honda, il gagne, ça veut dire que ma voiture est bonne. C'est résumé un peu. Bien Si sûr. Franck me regarde, il va me tuer. Mais l'idée, c'est ça. Donc, en effet, je pense que c'est pas un coup de com', c'est un coup qui est stratégique de balancer un prix comme ça sur un modèle Xiaomi ou d'autres marques. Et donc, il y a d'autres choses, c'est que Chacha ou... Alors, je vais passer rapidement sur la tablette. Ils ont une Xiaomi Pad 6 qui fait à peu près tout ce que fait une tablette haut de gamme en 2023. Il n'y a pas vraiment beaucoup à dire. C'est une concurrente de l'iPad sous Android. Voilà, très bien. Mais j'aimerais plutôt m'attarder sur la lampe de Xiaomi. La lampe. Et oui, ils ont une petite lampe de bureau. Alors, je ne sais pas J'adore. si on aura les images, mais c'est assez plus loufoque que sérieux. Donc c'est une petite lampe de bureau qui va bouger en fait façon tu sais, la petite lampe de Pixar. Mais non. Voilà. Moi, je suis client. Hein. Alors elle gigote C'est comme pas ça. totalement, mais la tête de la lampe va pouvoir un peu tu vas pouvoir la caresser. Voilà, tu vas pouvoir caresser ta lampe comme tu caresses un chat. Et la lampe va onduler, va bouger un petit peu pour C'est intriguant. réagir. C'est intriguant. Ouais. Ah bah, oh là là, tu peux même lui dire Ah, elle est bonjour. hyper Regarde. mignonne. Exactement. Elle ressemble à un œil, effectivement. C'est un œil. Oui. Ouais. Et quand On tu dirait passes un ta peu les main, arbres ça Pokémon. allume. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Et quand tu passes la main, elle réagit quoi. Donc, Oui, c'est ça. Tu vas pouvoir l'allumer, l'éteindre en passant la main. Tu vas pouvoir la caresser. Tu vas pouvoir voilà, faire et elle va être un peu intelligente comme ça. les mais- chats vont adorer. Est-ce C'est qu'elle à sera quel point connectée les animaux, si le truc bouge, c'est foutu. Hein. Il y a peut-être une caméra cachée dedans. Est-ce qu'elle sera connectée? Est-ce qu'elle sera connectée? C'est une très bonne question. J'imagine que oui. Je n'ai pas la réponse sous les yeux, mais je pense que oui. Ça va coûter une soixantaine d'euros, donc c'est pas. Enfin voilà, on est plus dans le gadget que la vraie vitrine cette fois. Hein, mais bon, mais c'est une manière aussi de rappeler que Xiaomi fait de tout. Ah. Mais alors de tout, de très tout. loin de tout, quoi. Mm. C'est vraiment un peu à l'instar de Samsung. Ils font vraiment. Enfin, ils s'étendent très largement au-delà de la high tech, on va dire pur jus, quoi. Non, parce que les gens ont toujours une image, quelquefois, par rapport à certains pays, de ce que va importer la marque dans le pays. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, que cette telle marque fait ci, fait ça, mais quand tu vas en Chine ou que tu vas au Japon, tu t'aperçois que ce qu'on a, nous, c'est infime par rapport au catalogue de ce que présentent dans leur propre pays. Moi, j'avais vu ça avec des marques comme Haier ou autres, qui avaient des tas de produits que j'avais jamais vus en France. Et c'est la même chose avec Xiaomi. Oui, je pense que en Chine, tu peux avoir tout ton intérieur complètement de A à Z chez Et Xiaomi. le piloter de A à Z. Parce qu'en France, on a quoi? On a les téléphones, évidemment, les trottinettes. On a quelques petits projecteurs objets connectés, un ouais. peu de mobilier. Enfin, tu sais, on a beaucoup d'électroménagers. Enfin, en tout cas, quand tu vas en boutique, il y a des J'ai bouilloires. jamais vu l'électroménager. En Il y a même temps, des je- Ah, tu veux bouilloires, dire, il y oui, a des- les purificateurs d'air. Ouais, ça, oui, notamment. ouais. Il y a quoi? Et les Je sais bouilloires, qu'il y a des on jouets avait- pour enfants aussi. Il y a des en boutique. bouilloires, jouets pour enfants, Ouais. sacs, Il des y a sacs des- connectés, il y a- Avec les il y a sacs des à dos serviettes de bain. aussi, même. serviettes de bain, C'est vrai, les sacs à dos, souvent, Ouais, les les marques sacs à aiment bien dos. les Connectés. importer. Ouais. ouais, des trucs comme ça. je découvre. Et ils ont beaucoup de batteries, à tous les prix, Oui. même à très peu cher. Ouais. Ils ont des batteries, les jeunes achètent des batteries à 15 euros, 20 euros. Ils ont un gros catalogue, hein, chaque chat, hein, donc c'est le but. Des petites choses encore, Cassim? Bon, là, je pense que ça ira. Je voulais rappeler que c'était un lancement en Chine, du coup, que vous pouvez retrouver évidemment tout sur android.com. Et que, du coup, comme c'est un lancement en Chine, ça veut dire que tous les produits ne seront pas forcément lancés immédiatement ou un jour même. Je ne sais pas si la lampe, par exemple, arrivera en France. Pour le reste, la tablette, le smartphone, etc., pour le coup, arrivera bien en Europe et en France, mais dans les semaines, mois à venir. Donc, on aura le temps de s'en reparler. De toute façon, Tito, on va faire encore un papier complémentaire de sa visite, je pense. parce Il que a, là, il a fait des prises en main, il a fait plein de choses. Je suis sûr qu'il aura plein de choses à nous dire. il va être bien fatigué, parce que je sais que le voyage s'est fait sur 4 jours, avec un jour et demi de voyage ou un truc comme ça, voire
voire peut-être moins. C'est 2 jours sur place, C'est il y a ça. un jour et demi de voyage. Donc à mon avis, là, il dort. Salut Titouan, et on t'attend pour que tu nous en parles un petit peu de ce voyage Tchak-Tcha. Merci Cassim, Mais avec plaisir. c'était un plaisir de t'écouter. C'est à toi maintenant, monsieur Captain Web, parce Mais qu'on va oui, rester, je crois, tout in à China, fait. China, USA. Et oui, c'est la troisième, le troisième chapitre de cette guerre entre la Chine et les États-Unis en ce qui concerne les semi-conducteurs. Alors, rappelez-vous, les USA sont en train de mettre en place tout un plan pour en fait rapatrier la fabrication de semi-conducteurs sur les États-Unis, sur le sol. L'Europe est en train de faire à peu près la même chose. Et il y a de cela quelques semaines, on en parlait aussi ici, les États-Unis ont fait pression sur les Pays-Bas et sur le Japon pour qu'ils ne vendent plus, qu'ils mettent un embargo sur les machines qui servent à créer justement ces semi-conducteurs dans ce qu'il y a de plus haut de gamme. À savoir, on est sur les machines qui font du 3 nanomètres, je crois, ce que donc la Chine n'est pas capable de faire elle-même. Et évidemment, il fallait s'attendre à un retour de bâton de la part de la Chine, qui vient de le faire. Et est-ce que vous savez ce que c'est que le CAC ? Pas moi. Pas du tout. Eh ben, Pas du écoute, tout. moi non plus, je ne savais pas. C'est l'administration chinoise du cyberespace. Si Waouh. ça existe. Waouh. Qui en fait est là, c'est une sorte d'administration qui est là pour étudier les éventuelles menaces qui viennent d'autres pays en ce qui concerne la technologie. Et ils ont décidé de mener une enquête sur Micron Technology. Alors Micron, c'est le plus gros fabricant de processeurs aux États-Unis. Je ne sais plus leur chiffre d'affaires, c'est 30 milliards de chiffre d'affaires. C'est raisonnable. Ils font beaucoup de puces de stockage, de mémoire, etc. Voilà, il me exactement. semble. Ils travaillent sur le NAND et sur tout ce qui est. Demande une standing ovation pour l'arrivée de Taxou, Ah, qui a réussi à se Pas frayer du une tout, place. Pas du Ah, tout en mais- sueur. J'étais là depuis le début de l'émission, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous m'avez pas entendu dire bonjour. Ah, c'était toi. C'était moi. We are Et, very happy. Welcome. Tu vas nous Merci, dire merci. tout à l'heure. Désolé, je ne voulais pas te couper. je Mais t'en il n'y a pas prie. de souci, on est en train de parler de Micron, donc plus grand fabricant de microprocesseurs aux Oui. États-Unis, qui est investigué par la Chine. Et donc on ne sait pas exactement ce qui est reproché à Micron. La Chine a été le CAC, donc l'administration chinoise du cyberespace, a été assez vague sur ce qu'il reprochait. Mais en gros, ils ont dit qu'ils faisaient une enquête qui visait à sauvegarder la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. C'est assez vague. Ça veut tout et rien dire. Voilà, exactement. Mais Le but, aussi c'est le but. à prévenir les risques de sécurité du cyberespace sur des produits qui pourraient être problématiques. Alors, effectivement, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est avant tout une petite menace, on ne va pas se le cacher, un petit coup de pression parce que les États-Unis essayent de bloquer au maximum toutes les technologies qui pourraient être utilisées en Chine. Et entre autres, donc on avait parlé tout à l'heure de ce plan qui vise à rapatrier sur le sol américain la fabrication, mais il y a aussi, alors attention, c'est le Chips and Science Act, où en fait ils se sont associés avec le Japon, la Corée et Taïwan pour faire une sorte d'organisation qui veille justement à la fabrication des microprocesseurs et tout. Ça représente plus de 80%, je crois, du marché des microprocesseurs. Du moment qu'il y a Taïwan dans le coup, déjà, d'entrée de jeu, ça, Exactement. c'est pas minime. hein. Et comme c'est Taïwan, la Chine, ça les Ils coince aiment un pas peu. trop, Non, On ils n'arrêtera aiment- jamais. hein. Ils aiment pas trop. Ouais. Alors, on ne sait pas où ça va aller. Évidemment, la Chine cherche à limiter sa dépendance à l'étranger, donc à fabriquer eux-mêmes, avoir leur propre machine, etc. Mais le problème, c'est qu'ils sont bloqués, effectivement, parce que c'est des technologies qui sont quand même vraiment très complexes. Et en gros, à part les Pays-Bas, le Japon et les États-Unis, il n'y a pas grand monde qui fabrique ce genre de machine, qui sert donc à fabriquer en 3 nanomètres des semi-conducteurs. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est la troisième étape. A priori, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Les États-Unis n'ont pas trop réagi. Mais c'est une nouvelle étape dans cette guerre sans fin. On peut en parler toutes les Technologie. semaines parce qu'on le fait très très souvent. C'est vrai qu'il y a ce. D'abord, c'est Apple qui a ouvert un peu le tir en disant maintenant on va essayer de stopper ou de ralentir la fabrication de certaines pièces hors des États-Unis parce qu'ils en avaient un peu marre d'être tributaires. Et c'est le Covid qui a changé ça. C'est Ouais, que maintenant, complètement. le Covid Généralement, s'est pointé. On s'est dit Covid. ah mais si ça, entre guillemets, je vais être vulgaire, si ça merde, on va être coincé. On peut plus. Si Samsung a un problème dans les usines, on n'a plus d'écran. Enfin, Et si, tout était là quoi. si Taïwan est envahi demain, parce que c'est toujours un risque, même si pour l'instant, bon, ça freine de partout, mais si jamais Taïwan était Un la Chine problème, on récupérait peut dire, Taïwan, voilà. ça serait un énorme problème, puisque énormément de choses sont produites à Taïwan. Même si là aussi, la production est en train de s'exporter et ils se construisent des usines aux États-Unis, en Europe, justement pour ne plus avoir de production en local à Taïwan. Parce que c'est le Taïwan a genre de- Foxconn aussi, parce que c'est Taïwan et Foxconn à ma connaissance. Moi, dans mon secteur, ils ont tous les écrans Sharp aussi, toutes les télé Sharp, c'est donc Foxconn. Ça représente un énorme morceau, Foxconn, dans l'industrie. Et si jamais il y a un problème, ça va ralentir beaucoup de choses. Ouais, totalement, mais le truc, c'est aussi que c'est le genre d'industrie que tu peux pas déménager en 2 secondes, quoi. Donc, Exactement. forcément, si tu as on va dire, une vision à 10, 15, voire 20 ans pour essayer de faire bouger ce genre de gros trucs de production,
La Chine peut toujours, Mm. dans les 5 prochaines années, décider de faire une Russie avec la Pologne, avec l'Ukraine, pardon, et on est comme des cons. Mais de toute Donc, façon, c'est la compliqué. Chine est en train de développer eux-mêmes leur propre technologie. Mais on sait Ouais. on peut la ralentir, c'est ce que essaient de faire les États-Unis. Mais ils vont arriver à un moment ou à un autre à faire du 3 nanomètres et ils auront leur propre unité de production. Mais d'ici là, l'objectif, c'est que les États-Unis et l'Europe soient indépendantes et qu'il n'ait plus besoin justement de faire fabriquer ailleurs. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment le dommage collatéral de l'effet Covid, au moment où tout s'est ralenti à cause des usines bloquées, de tout ce qui ralentissait en Chine. Et on s'est aperçu à ce moment-là que oui, Oui. les industriels étaient justement à la merci de quelque chose qui se passe en Chine. Ils essaient de s'en dégager, s'en dépatouiller comme ils peuvent. Voilà, et bien on va rester dans un coin très très intéressant avec Monsieur Cassim, parce qu'il y a un truc qui, moi, me travaille la tête depuis un petit moment, parce que je me dis depuis le temps qu'on en parle, est-ce qu'on va le voir, le casque Apple. Mais on en est où, Cassim? Parce que tout le monde est là, les oreilles décollées, comme ça, comme le Dumbo moyen, en disant, mais on va où, là? Et quand? Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des lunettes, bien sûr, Voilà, d'Apple, des lunettes, des casques, devant tout les ce que tu yeux veux. Et bien, écoute, ça a l'air de bien se profiler quand même pour qu'on puisse en parler en juin, puisque Apple devrait le présenter à la WWDC, la WWDC, leur conférence dédiée aux développeurs. Otaku se moque J'ai de beaucoup mon aimé accent. la dab. La WWDC, n'est-ce pas, Ton comme on accent. dit à San Alors, c'est pas Francisco, la- Vas-y, mignon, exprime- quoi. dans la exprime-toi, Silicon mon Valley. Cassim. Oui, donc ils vont devoir la présenter à leur conférence, c'est la conférence qui est dédiée aux développeurs, et visiblement, on a eu là les derniers échos, c'était qu'ils sont dans la course, ils sont en pleine période de crunch pour arriver à développer tout ce qui est logiciel et applicatif autour du casque, puisque si Apple, on les attend sur un truc, c'est bien l'expérience logicielle, l'expérience utilisateur. Et donc là, ils sont en train de développer toutes les applications dédiées à ce casque, donc toute la version, ne serait-ce que l'application Contact, Mail, Work, Keynote, tout ça, tous les trucs de présentation, etc. Les applications de santé aussi, avec notamment une application qui serait dédiée à la méditation. Quand tu es tilté, que tu as besoin de bol, tu peux te... Ils le font déjà utiliser avec, ton application, avec Apple Music, tu as plusieurs programmes de méditation intégrés à Apple Music. C'est ça. Tu es là, touche ton plexus solaire, tu fais bouger tes chakras, tu es en pleine forme, mais c'est sous l'égide d'Apple. Tout à fait. Là, clairement, ça va fonctionner en plus avec tous les abonnements. Si tu es abonné à Fitness, etc., ils vont faire. Parce que ça, c'est un des trucs qu'on a bien compris de la VR des dernières années, c'est que un des usages qui a vraiment marché chez les gens qui ont un casque, c'est l'usage gym, fitness, etc. Ne serait-ce que sur les jeux de rythme, etc., de pouvoir un peu bouger ton corps dans la VR, ça te motive. Et donc Apple va probablement miser là-dessus. En plus, si tu as une Apple Watch au poignet et tout, on imagine bien que ça va permettre de bien Le capter système les plus choses. fort que jamais. Moi, j'ai une Voilà. question à te poser, ou à poser à tout le monde. Et si jamais ces rumeurs étaient, une fois de plus, fausses? Et si jamais ils ne le présentaient pas? Parce que ça fait quand même combien de fois qu'il y a un petit peu de mou dans la corde à nœud? Ça fait combien de fois que c'est en train de... Ça fait un an qu'on prévoit ça pour le début de l'année. Je me rappelle, on en Ah parlait oui, déjà il y a un an. Ah non, Tout- non, il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans. Oui, c'est ça, ça La date- fait un moment qu'on La en date parle. exacte de dire que ça allait être début 2023 et puis finalement, Il y voilà, a eu aussi le Covid deuxième qui a trimestre, ralenti. ça qui a ralenti, hein. fait 8 mois que Parce que là, d'après ce que tu nous dis, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler d'arrache-pied, que ça serait presque prêt. Ils vont Oui, le faire. là, ce serait pour un lancement. Là, ce serait pour une présentation en juin avec un lancement dans Septembre. la foulée en septembre. Septembre, ce que j'ai entendu. C'est ça, pour le lancement, disons, la livraison des Oui, c'est produits. ça. Mais là, après, le premier objectif, ils ont l'air d'y aller en plusieurs temps et que visiblement, le premier objectif, ça va être d'abord de convaincre les développeurs de pouvoir concevoir des applications. Travailler courtes. dessus, Donc, quoi. ça va s'expliquer aussi par le prix du produit qui va probablement coûter plusieurs milliers d'euros. Oh oui. C'est là, Donc, c'est là que ça va peut-être être compliqué de convaincre des développeurs parce qu'il y aura tellement peu de machines vendues à ce prix-là, j'imagine. Oh, c'est Apple. Là-dessus, Ouais, mais ça va vraiment convaincre les quelque chose pour développeurs, les ils sont pros, assez super chauds. inquiets. 3 000 euros, c'est vraiment quelque chose pour les professionnels. Si tu n'as pas un usage professionnel du truc, tu vas aller acheter HoloLens. un autre casque. C'est le côté secteur pro, Voilà. certains trucs comme ça, peut-être pas grand public. Ouais, Il y a mais- quand même des fans qui veulent voir ce Ouais. que va donner Apple sur ce segment. Parce que le problème, c'est que le segment a commencé en parlant un peu de grand public, après ça s'est dirigé vers le secteur pro avec HoloLens et autres que tu disais par les médecins, les architectes et autres. Et est-ce que Apple va faire un truc destiné, non, c'est pas ce que tu me dis, mais destiné aux professionnels, destiné au grand public quand tu me parles de fitness? Donc il vise quand même le grand public à 3000 boules. On est bien d'accord. C'est ça qui, moi, me fait un peu drôle. on est d'accord, on nous parle quand même, pour finir, on nous parle sur d'une interface type iPad en termes de lancement des applications qui seraient virtualisées devant toi. Tu aurais d'ailleurs l'accès à tout l'App Store d'iOS pour avoir des applications au moins en 2D quand elles ne sont pas adaptées encore Ouais, tu pour la fais des VR. petites fenêtres comme C'est ça, celle qui pour a avoir des actuellement. fenêtres quoi. un Des trucs peu qui pop. épinglées. Et on nous parle aussi de Siri pour un peu pouvoir... Parce que l'essentiel de l'interface se ferait au geste et à la main, mais Ah oui. on aurait aussi du vocal avec Siri pour contrôler tout ça. Après, moi, je pense que pour le coup, Apple peut convaincre et assez surprendre les analystes. J'ai l'impression qu'on nous refait le scénario où ils vont nous présenter un produit qui va coûter très cher,
tout le monde va faire les choquer sur les 24 heures d'une annonce du produit en disant c'est beaucoup trop cher, Comme personne ne va toujours. vouloir. Et en fait, les gens vont se ruer dessus. Et je pense que 3 000, 4 000 euros, alors c'est ultra cher. Moi, j'ai évidemment pas les moyens de me payer ce genre de produit, mais ils ont habitué leur clientèle au niveau du Mac Studio, du MacBook Pro, Évidemment. à des machines qui coûtent déjà 2 000, 3 000 euros. Et je pense Évidemment. que ce casque, en intégrant une puce Apple M2 et tout ça, s'il a vraiment un écran de très bonne qualité et que tu lui adjoins une souris et un clavier physique, je pense qu'ils peuvent te le vendre comme un remplaçant de ton MacBook, justement, que tu puisses avoir tes écrans virtuels. Complémentaire peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Amandine? T'as une avis? Est-ce que toi, tu es intéressé par ce type de produit? Alors moi déjà 3 000, 4 000 euros pour un casque. Amandine, on met le prix de côté. L'idée Alors, d'Apple qui fait le ça. prix de côté sur le plan purement technologique, c'est quelque chose évidemment que j'aimerais tester, ne serait-ce que par curiosité. Après, de là à me dire, je l'achète et quitte à remplacer mon ordinateur, je suis pas sûre. Je pense qu'il faudrait peut-être attendre quelques années, d'être sûr que la technologie aussi peut peut remplacer en fait nos habitudes. Moi, pour l'instant, je suis assez dubitative, mais par contre, j'ai envie de tester. Mais moi aussi. Et encore une fois, tu parlais de casque ou des trucs comme ça. Apple est habitué à surprendre. Moi, je suis dans mon secteur d'activité. La première fois que le casque Apple Max est sorti, tout le monde était là, oh là là, ils sont tombés en rupture pendant les 6 mois parce qu'ils n'arrivaient C'est ça. pas à produire tellement les gens en voulaient. Je pense qu'il y a une appétence pour ce genre de nouveauté où Apple n'a jamais mis les pieds. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux que les autres qui l'ont fait avant? C'est ce côté où, hop, ils vont défricher à leur sauce. Et puis, ça est-ce qui est qu'il n'y a pas intéressant. toujours l'espoir aussi de renouveler la révolution de l'iPhone? Enfin, il y a vraiment ce truc de, à l'époque, ils ont quand même créé une petite révolution avec l'iPhone Et l'iPod? et l'iPod. Les deux là, Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a une espèce d'annonce qui est faite comme ça, il y a ce truc de peut-être que c'est le prochain produit qui marque l'histoire aussi. Bah justement, regardez un petit peu le sondage qui apparaît à l'écran, ça va vous faire plaisir. Non, parce que les petits loulous qui nous regardent ont commencé à s'exprimer pendant que Merci. vous parliez, Enfin. les amours. Et regardez, 87% pas hypé. Bon, bah, je sais pas, Oui, mais c'est. pas sorti du sable. Pour moi, c'est justement le prix qui fait ça. C'est qu'on parlait des révolutions filées par l'iPhone et l'iPod. Il faut L'iPod, voir ouais. qu'à l'époque, ils étaient relativement accessibles quand même pour le grand public, relativement, ces objets-là. Alors que là, on est quand même déjà sur un marché qui est en récession d'absolument partout. Les gens ont perdu un pouvoir d'achat de dingue, hein, que ce soit autour de cette table ou dans le chat. Et là, on nous dit ça va être un casque à 3000 balles. 3000 balles. Un casque où tu peux pas littéralement définir quelle utilité il aura. Oui, c'est- Et même il y a quand ça aussi. Apple l'aura défini, on n'est pas franchement certain que ce soit pas du full bullshit comme la plupart des annonces marketing de n'importe quel produit Ou du full innovant. professionnel. Ou du full professionnel, quoi qu'il arrive. Vous êtes médecin, vous êtes Donc, chirurgien, utilisez le casque Apple pour Sauf que travailler. voilà, HoloLens l'a essayé, ça n'a pas fonctionné. Oh là Oculus là, a essayé, ce ça n'a pas gadin. fonctionné. Enfin, On quoi entend qu'il encore le arrive, bruit quand ça tombe. mais c'est le truc, c'est qu'il va falloir convaincre sur un marché qui a déjà tenté de faire ses preuves et n'a même pas réussi à vraiment toucher la niche qu'il cherchait. Donc à partir de là, ça va être d'autant plus compliqué. Après, c'est vrai qu'Apple est un champion pour créer un écosystème, créer une attente. Il faudrait vraiment une Et- killer app pour c'est ça. justifier Oui. un prix comme ça. Quoi. Une conférence de presse avec 15 fois amazing. Ça va suffire. 15 sûr que fois amazing. Je ne suis pas convaincu. Amazing. Si je peux hyper le public, Vas-y. Regarde encore on le a, message. on a pu rencontrer un peu Apple cette semaine, qui était à Paris pour parler aux développeurs, justement, aux développeurs parisiens. Et on nous a promis une WWDC justement historique, la plus grande depuis Bah, bien s'ils longtemps. lancent ça, ça donc, sera historique déjà. donc voilà. Donc il y a Après, beaucoup est-ce que c'est pas ce qu'ils disent tous les ans pour tous Amazing. les Bien deux sûr, mais en même temps, là, pour le coup, je pense qu'il y a, enfin, si on a parlé du fait que le produit a été repoussé de nombreuses fois, c'est Ouais. aussi qu'il y a une certaine pression, justement, parce qu'on attend d'eux une certaine révolution façon iPhone et qu'ils n'ont pas forcément tout le temps les épaules pour, tout Apple soit-il, de réaliser justement ce genre de Bah, révolution. bien, Enfin, Pas magicien en même temps. non, voilà, c'est ça, c'est qu'à un Ça moment. fonctionne pas, ça fonctionne pas. hein. Un vrai nouveau produit, vraiment. Là, en plus, ils arrivent, effectivement, tu le disais, sur un marché qui existe déjà. Je veux dire, il y a Ouais, déjà des c'est cases ça. de Avec, réalité avec, qui virtuelle. s'est avec déjà des morts. planté, en fait. Il existe avec des morts. Et, Ouais, des vrais investissements, c'est Ouais. pas genre ils ont essayé un Ah oui, petit non. peu ou quoi. Enfin, Meta et Microsoft ont vraiment essayé avec toute leur ambition technologique derrière. Donc, Et l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans, il y avait cette espèce de hype sur le métaverse. Là, c'est complètement retombé, quoi. Totalement. Au Donc, point si- que Zuckerberg regrette un tout petit peu. Voilà, c'est un regret quand même à 30 milliards de dollars. Ouais, un peu c'est cher. clair. Non, mais effectivement, si le casque était développé dans l'idée de se dire, bah voilà, tout le monde est en train de partir sur le métaverse, nous, on va faire un casque pour le métaverse, etc. Alors, je dis pas que c'est le cas, hein, surtout si c'est des trucs pro, mais ils vont arriver dans un marché qui est un champ de ruines. quoi. Il y a toujours un marché qui est, je pense, à conquérir. C'est plutôt du côté de la réalité augmentée, plus Oui. que la réalité virtuelle, le métavers, etc. Et sur ce point, Apple a une mainmise
assez forte et déjà un écosystème développé grâce justement aux capteurs LiDAR qu'il y a dans les iPads Pro, etc. Ils ont énormément de développeurs qui bossent déjà sur la réalité augmentée. Donc s'ils se focalisent surtout sur ça, ça peut déjà faire un gros truc, quoi. Un dernier mot, du coup, justement, Yes. pour appuyer sur ton point, parce que j'ai oublié de le dire dans la news, c'est le fait qu'il y aurait une sorte de bague façon Apple Watch, une couronne, et qui permettrait notamment de régler entre justement réalité augmentée, réalité virtuelle. Ce serait un vrai casque, mais donc tu pourrais t'immerger dedans, mais tu pourrais Récupérer le fermer flux ou de la l'ouvrir, caméra. la revenir fermer dans ou le monde l'ouvrir. réel un peu Ouais. et avoir. Asus avait fait ça, un casque mixte comme ça, c'était un peu compliqué, c'était il y a plusieurs années. J'étais sur place à New York, ils étaient très contents et les gens étaient super dubitatifs. Techniquement, ça fonctionnait à peu près, mais après, le four s'est imposé, quoi. Le problème, c'est entre les intentions industrielles et ce que le public va choisir, parce que c'est le public qui paye. Je veux dire, les gars peuvent proposer, c'est de l'autre côté. Alors là, j'ai encore comment être hypé pour un truc qui n'a pour le moment aucune utilité. Ça, c'est un truc qu'on verra, parce qu'en effet, les gens, le grand public se sent peut-être un petit peu détaché de tout ce qu'on a maintenant. C'est là le problème. On verra. Si même Apple n'arrive pas à le vendre, là, par contre, Ouais, pense c'est que que- c'est mort de chez mort. C'est Là. Les autres peuvent se dire bon, allez, ça va pas du tout cette affaire. On quitte tout. Voilà. on connaît Otaku, aussi s'il te plaît. Oh pardon, excuse-moi. On connaît aussi la capacité des marques tech et des marques en général à nous vendre des choses dont on n'a pas besoin Mais pas à ce prix-là. et à en faire des choses dont on ne peut plus se passer. Pas Ouais, à mais 3 face 000. à un public qui n'a À plus 3 000 aucun euros, pouvoir ça- d'achat, c'est Non, j'avoue. beaucoup plus compliqué. Là. Ça va être plus compliqué, tu sais pas quoi Ouais. mettre dedans, ni comment l'utiliser, qu'est-ce que je peux en faire. Bah, après tout, je suis content de ce que j'ai, tu vois, c'est toujours le problème. Imagine, je me fais engueuler pour une carte graphique à 600 balles parce que j'ai dit qu'elle était bien. Donc, tu vois. Très bien ta chronique d'ailleurs. Voilà, merci. Très beaucoup. bien. Otaku, tu gardes la main, s'il te plaît, tu vas me parler de Nintendo. Et il y aura un petit sondage à propos de Nintendo, les amis. Eh bien oui, parce que hacker Nintendo ne paye pas, vous ne downloaderez pas un enfant, évidemment. Gary Bowser, qui était un Canadien de la team Executor, ceux qui ont sorti pas mal notamment de card readers pour les 3DS, etc., et qui avaient propulsé le hack de la Nintendo Switch, même si bon, dans les faits, si vous vous en souvenez, ils avaient un petit peu volé du code gratuit sur Internet et ils l'avaient revendu. C'était un petit peu des salauds, on va pas se mentir, mais en février 2022, ils avaient été jugés, donc Gary Bowser particulièrement, 51 ans, qui avait avoué être le commercial de cette team-là et d'avoir fait $320 000 en 7 ans, soit à peu près quelques Apple Glass. Il avait été condamné à 40 mois de prison ferme à l'époque et à payer des dommages et intérêts, hein, évidemment. Il avait reconnu les faits pour essayer d'adoucir un petit peu, la douloureuse. Sauf que Gary Bowser, évidemment, à cette époque-là, c'était pas le seul dans la compagnie. On avait également le français Max Loharn, qui était plus ou moins reconnu comme le boss de l'opération et qui n'a jamais été jugé, puisqu'on ne peut pas jouer l'extradition vers les États-Unis, comme c'est dommage, et qu'en France, on a quelques lois qui protègent un petit peu plus qu'aux États-Unis. Bref, Gary Bowser a pris pour un petit peu tout le monde à cette époque-là. Sauf que là, récemment, on a eu des petites nouvelles. On a vu un extrait de la chaîne YouTube de Nick Moses 05, où on a pu voir Gary Bowser qui a été récemment libéré grâce à bon comportement en prison, hein, remise de peine tout bêtement. Et là, c'est quelques jours avant qu'il soit libéré et qu'il rentre chez lui à Toronto. On a appris du coup plusieurs informations concernant la peine quelque part qu'il va payer, c'est-à-dire qu'il doit 10 millions de dollars de dommages et intérêts Que à dalle. Nintendo. Que dalle. Après avoir fait, on le Broutille. rappelle, $320 000 en 7 ans. Et à l'heure actuelle, du coup, Gary Bowser a pu rembourser $25 par mois en travaillant à la prison, ce qui donne au total $175 sur 10 millions. Bon courage à lui, évidemment. Sauf que du coup, Nintendo of America, maintenant, il peut prélever de 25 à 30% de son revenu mensuel brut jusqu'à la fin de ses jours pour pouvoir rembourser Ponction les lombaire 10 qui fait millions mal, hein. de dollars. Ah oui, là, c'est Ouais. c'est même Bah, il dans un paye- autre endroit qu'il y a il une paye pour ponction, tout là, le je monde, pense. C'est Clairement, l'exemple. ça paye pour tout le monde, c'est l'exemple. Sauf que bon, je pense qu'on peut lancer un petit sondage dans le chat, hein, savoir si vous trouvez cette, comment dire, Si Nintendo abuse, si voilà. ça a Vous été êtes juste choqué, ou pas. Voilà, évidemment, est-ce que ça sachant abuse que, on le rappelle, Gary Bowser a eu, en 7 ans, a réussi à amasser $320 000 là-dessus, n'était même pas le cerveau de l'opération, pour être honnête, et que c'est le seul qui a été jugé, alors que le piratage, hein, si vous allez sur les petits threads Reddit qui vont bien, ça existe toujours. Gardez vos Switch V1, c'est très important. Il y a Surtout, toujours des messages, ils sont même plus subliminaux avec toi, hein. Ça part tout de suite, hein. Il y a sur les mots qui sortent, c'est pas toi. Si tu ne dis Moi, j'ai rien, rien entendu. personne ne sait. Hein, pourquoi ça fait quoi une Switch V1? Moi, je sais connais pas. pas. Tu peux... Ouais, on sait pas. Hein. Je sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que ces informations sortent à un moment assez important pour Nintendo qui a
encore compris comment fonctionnait Internet, hein. Le youtubeur américain Point Crow, que vous connaissez peut-être, puisqu'il est connu pour justement faire beaucoup de let's play de Breath of the Wild et s'amuser un peu à modifier le jeu de temps à autre. Là, il se retrouve très proche de se faire intégralement bannir son compte YouTube grâce à Nintendo, qui a envoyé 2 copyright claims en même temps, qui n'a pas bundle, parce qu'en fait, pour faire un copyright claim, au bout de 3, t'es mort, clairement. Mais les marques peuvent faire en sorte de faire un lot de vidéos et de dire on copyright claim celle-ci. Du coup, ça fait qu'un seul strike. Nintendo a fait exprès de prendre qu'une seule vidéo, d'en faire un copyright, et de prendre toutes les autres, d'en faire un deuxième. En mode, je te mets le feu aux fesses, évidemment. Donc, on a une dernière vidéo où, sous les ordres de ses avocats, il précise quand même que tout ce qu'il fait est en fair use, que les modifications du jeu sont distribuées librement, quoi qu'il arrive, qu'il ne se fait pas d'argent dessus, etc., etc. Et que de toute manière, en fait, il y a aussi quelques vidéos qui ont été bannies, qui sont simplement des let's play de 20 minutes à peine du jeu. Bref, il a fait la pub de Breath of the Wild pendant 5 ans, et maintenant, il se retrouve à avoir l'intégralité de son entreprise qui est sous le joug de Nintendo, et ce n'est pas le seul YouTuber dans ce cas. Donc du coup, on a Nintendo qui, comme d'habitude, comprend excellemment bien non seulement le marché dans lequel il est, mais aussi ses fans qu'il aime plus que tout, n'est-il pas ? Le truc, c'est qu'ils veulent un petit peu faire preuve de puissance et donner un peu l'exemple de ce qu'on peut faire pour faire peur à d'autres. Parce que c'est l'idée de t'agiter le truc, regarde c'est ce le qui bouc peut émissaire, t'arriver. quoi. Tu vois. Mais après, le mec a revendu, il s'est fait de l'argent dessus, et ça, c'est un truc. Ouais. Ça oui, ça... Oui. Voilà. 10 millions. Non, c'est Rembourse clairement les 320 000, Voilà, c'est 1 ça. million peut-être, C'est si ça. tu veux être vénère, 10 millions pour un gars de Ah, mais 51 piges. 10 millions, c'est l'exemple. C'est pour tous les Et mecs t'es qui pas le veulent maître de revendre des jeux, de l'opération leur en plus, dire quoi. attention, regardez ce qui peut vous C'est arriver. ça. Ouais, non, C'est là, agiter, chaud, agiter le truc. clairement. Alors regardez un petit peu à l'écran ce qui se passe. Est-ce que Nintendo abuse ? Et bien voilà. Bah, oui, Elon Musk sera forcément. content de la réponse. Oui, Mais, à nice %, effectivement. à ton affaire, je voulais rajouter un autre truc, c'est le fait, parce qu'il y a eu Nintendo qui a encore aussi fait parler de lui cette semaine, mais en Europe, enfin en France plus précisément, puisqu'il y a eu la fermeture, enfin pas la fermeture, pardon, ils ont réussi à gagner leur affaire contre unfichier.com, je sais pas comment on dit, ou DS Storage, qui hébergeait beaucoup de versions, Ouais, les ROM, justement un truc beaucoup comme de ça, jeux Nintendo Switch. Sur certains réseaux Ça peut se comprendre fondamentalement. et les voilà. méga Donc, non, mais uploads, c'est ouais. dans le même lot un peu de Oui, contre, clairement. sur le Ben là, en fait, copyright, on va dire. on sent qu'avant la sortie du prochain Zelda, qui va être leur plus gros titre ever, clairement, ils sont en train de serrer les boulons de fou, je pense. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient aussi fait du copyright claim sur l'artbook qui était sorti en avance du prochain Zelda. Justement, il y a eu donc il y aura un Ouais, artbook officiel ouais. qui accompagnera la Parce qu'ils sortie de connaissent Tears pas of the aussi le Kingdom. principe des fuites et du journalisme. Et du coup, l'artbook spoil entre guillemets des éléments forcément du jeu. Et donc, ils ont copyright claim à fond sur Internet pour bloquer le truc. Mais c'est les gars les plus sales du truc, sachant que ils ont, mais alors littéralement, ils ont un programme. Je suis désolé, ouais, je suis très. Mais vas-y, voilà, je suis mais je très te honnête connais, avec tout on le te monde. connaît par cœur. C'était pas comme ça va pas. Mais ils ont quand même un programme pour les créateurs de contenu. Il faut voir qu'à la base, déjà, ils avaient une première version de leur programme à l'époque, je vous parle d'il y a 5-6 ans, où genre, si je me souviens bien, de mémoire, les créateurs YouTube, etc., devaient fournir 50% de leurs revenus à Nintendo s'ils faisaient la moindre vidéo sur un jeu Nintendo, peu importe le contenu. Ça, évidemment, ils se sont pris une claque derrière la tête, ils ont revu leur truc, etc. Tous les contenus là qu'ont fait Point Crow, tous les Américains qui se font avoir à l'heure actuelle, tombent sous le couvert de ces lois qu'ils ont érigées eux-mêmes Nintendo. Alors que la plupart des éditeurs, déjà de base, ne font pas ça, en fait. Ne sont pas aussi serrés de l'anus, là, pour essayer de trouver un truc légal suffisant. Ça tombe sous la loi, mais ils ont quand même le culot, alors qu'ils sont face à leurs fans les plus hardcore, qui participent à leur communication, d'essayer de flinguer leurs entreprises. C'est quand même incroyable. Enfin, je trouve ça insupportable. Vous en avez après eux, hein. Bah un peu, ouais. Mais voilà. j'entends, mais de toute On façon, respecte le pas les amis chat gamers. est de votre côté, monsieur Otaxu. On a Après, 69%. Pour changer le focus année érotique. de Nintendo, parce que là on se concentre beaucoup sur Nintendo, est-ce que le problème, et je pose la question de façon un peu rhétorique, est-ce que le problème c'est pas aussi le fait que YouTube c'est un peu le Far West et que dès qu'une marque demande un truc à YouTube, YouTube exécute sans se réfléchir à la légalité ou au fair use ou à la chose, et c'est toujours la marque qui a raison entre la marque et le youtubeur. Il y a, et c'est ce système de strike en fait qui est un peu le ubuesque, système de quoi. strike est un peu à revoir. Après, il faut quand même donner un petit peu de mou à YouTube là-dessus. Ils l'ont quand même bien fait évoluer et ils continuent. En fait, l'avantage de YouTube, c'est que même s'ils font de la merde, au moins ils écoutent. Et quand ils se prennent un taquet, bon, ils essayent de modifier un minimum. Ça va pas forcément au 100% que veulent les créateurs, mais ça bouge quand même. Il y a quand même l'espoir de faire évoluer les choses. Alors qu'avec Nintendo,
tu es face à un mur. Tu parles face à un papy qui connaît pas Internet et qui dit ouais, tu vois, alors c'est insupportable en fait. Du coup, tu n'as pas de solution. Là, ça fait bien une semaine, je crois, que PointCrow et tous ces créateurs américains sont dans cette situation. On n'a toujours pas de communication de Nintendo. N'importe quelle autre marque, même YouTube, se prend un taquet pareil où ça explose sur Internet. Sous 24 heures, tu as au moins un tweet et genre, attendez, on va préparer une vidéo, on va faire la chose. Nintendo s'en fiche. Ils savent très bien que quoi qu'il arrive, vous allez acheter Pokémon. Mais parce que c'est ça, parce qu'ils sont omniscients. Ouais. Ils perdent du principe qu'ils sont omniscients, ils n'ont pas de compte à rendre. Donc, comme ils n'ont pas de compte à rendre, ils font leur propre loi, ils dictent leurs trucs, les coups près tombent, et même YouTube qui est là entre les deux, bah, ils se taisent parce que c'est trop gros. Ouais, le ils truc peuvent en pas. face. Bah, si tu veux, et c'est là l'ironie de la chose, c'est qu'en fait, si tu veux lutter contre ça, et qui pourtant te paraît tout à fait logique, bah, c'est ce que dit PointCrow dans sa vidéo, c'est qu'il faudrait qu'il dépense 10 millions de dollars qu'il n'a pas en fait. Parce qu'après, tu es face à une armée d'avocats, donc c'est la monnaie qui l'emporte à peu de choses près. Quoi. Donc, Le problème, c'est toutes ces entités qui sont en effet armées d'avocats. C'est-à-dire que tu as des gens, moi j'ai eu dans ma profession des cas de piratage, de machin, des trucs qui sont trouvés sur YouTube, et tu prends les avocats de machin, de trucs, et puis tu as vraiment un cabinet entier. Tu peux pas te battre. À un moment donné, tu fais ça, t'es tuez-moi. obligé de. C'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini Ouais. pour toi. Ta chaîne, elle est dehors, c'est out, et YouTube dit rien. Voilà. Bah, le problème, c'est que tu dépends de YouTube aussi, quoi. C'est comme Twitch ou YouTube, c'est la même chose. C'est que tu es vraiment pieds et poings liés à leur merci. Si Ouais. jamais demain ils bannent ta chaîne, même si c'est ton outil de travail principal, c'est pas leur problème. Diversifier vos sources de revenus, c'est très important. It is very important. Voilà, on a encore donné de l'espoir et du moral à tous les gens qui nous regardent. Cette petite séquence, on dit tout va mal, faites attention, quand vous faites des vidéos sur YouTube, vous pouvez prendre un strike, 12 bans dans la tête, vous ne pourrez pas vous défendre parce qu'il y a des avocats. Tout va bien. Vous inquiétez pas, l'amour, tout ça. Et l'amour du software, c'est important. Parce que n'oubliez pas que c'est le journal du hardware, c'est marqué derrière. Et depuis quelques mois, on a le bonheur d'accueillir le journal du software, un truc qui nous manquait, je comprends même pas qu'on l'ait pas fait auparavant, et que là c'est là, et c'est aussi beau que le jingle qui va partir maintenant. Autant vous dire. Mais dis-moi, Amandine, est-ce que Mais oui, par Pépé. hasard, Amandine, est-ce que par hasard, Google aurait quelques soucis dans le futur avec une petite marque de smartphone ridicule? Une toute petite marque qu'on connaît pas très bien puisque c'est Samsung. Personne connaît. Personne ne connaît. Oui, non, Google est dans la sauce. C'est- Ça continue. Bonne journée, messieurs, dames. Non, en fait, Google a un peu du souci à se faire, effectivement, puisque, a priori, Samsung réfléchirait sérieusement à installer par défaut Bing, le navigateur de Microsoft, sur ses Samsung Galaxy, donc ses smartphones. Et ses tablettes, d'ailleurs. Qui aurait pensé ça il y a un an? C'est ça. Moi, je suis là, à genoux, Qui aurait pu prédire je demande la Ça se Personne. prédit en vrai, tu le sais. Ouais. Pardon. L'info, en fait, elle vient du New York Times. Donc, selon le journal américain, Samsung serait en pleine négociation avec Microsoft pour remplacer Google Chrome de son écosystème Galaxy. Donc ça, c'est un petit peu problématique, surtout pour Google, puisqu'on parle quand même d'une perte de 3 milliards de dollars par an en chiffre d'affaires. C'est un peu beaucoup. Et puis même en termes de visibilité, je pense Ouais. que pour Google, ce serait assez catastrophique, puisque en plus du manque à gagner financier, Samsung reste quand même le numéro 1 du marché du smartphone sur Android, avec 260 millions de smartphones vendus l'année dernière, ce qui fait un petit chiffre, hein, on va pas se mentir. Du coup, c'est peut-être la fin d'un partenariat de longue date entre les deux entreprises. Alors pour l'instant, Google est toujours intégré par défaut. On peut changer le navigateur, mais en tout cas, le partenariat un peu qui est tacite entre Google et Samsung, c'est tout l'écosystème Google est installé sur les appareils Android Samsung. Pourquoi cette menace de la part de Microsoft? Parce que l'IA. Ça y est, on l'a prononcé, Ça y est, c'est bon. Attends. Enfin, l'émission va pouvoir Voilà. commencer. L'émission On va peut pouvoir commencer. parler de l'IA. Donc, merci Amandine. On va encore parler d'intelligence artificielle, oui, forcément. Depuis quelques mois, l'arrivée de Bing GPT qui, du coup, a été enrichi avec GPT 3.5, puis GPT 4, et maintenant avec DALL-E, donc le générateur d'images. Forcément, ça inquiète, ça repositionne aussi Bing qui était... est-ce qu'on peut dire un nobody sur le marché des moteurs de Oh recherche? non, c'est pas un nobody, c'est la bonne blague. Oh, Voilà. Parfait. Je-
C'est-à-dire que tu l'utilisais une fois pour chercher Chrome. Voilà. C'était Voilà. ce que tu faisais. C'est quand ça, t'avais mais sur c'est Internet. ça. Tout le monde Je le te jure. connaît grâce à ça. C'est quoi. ça. Tu t'es effondré, mais c'est littéralement ça. C'est C'est ça. la bonne blague. Oui, Marc, on va demander à c'est Bing. tout, quoi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas Exactement. entendre sur ce plateau des fois? Oh, monsieur Cassim. Vous avez raison. Non, le problème, voilà, c'est que Bing est vraiment passé de le moteur de recherche qu'on n'utilise pas ou pour chercher Chrome à un moteur de recherche qui commence en tout cas à proposer une solution qui est réellement différente et qui peut réellement être concurrentielle, surtout face à Google qui conserve sa place de leader mais semble quand même très, pas réfractaire, mais en tout cas prudent à se lancer dans l'IA, notamment pour conserver aussi son modèle économique, on en a déjà parlé. Du coup, pourquoi pas faire de Bing GPT le nouveau moteur de recherche le plus en vogue du moment? Alors après, il y a un truc, parce que rappelons-le, grâce à nos maîtres de la Commission européenne, joignez-vous en ce temps de prière, en Europe, ça va rien changer en vérité, puisqu'on a déjà forcé quasiment tous les constructeurs à laisser l'utilisateur choisir son moteur de recherche au moment où on installe un smartphone. Regardez l'écran, Donc, mes amis. Amandine. Et voilà le travail. Évidemment. En fait, il y Google- a J'ai envie de dire que 75%. Ouais. Mais oui, il y a 25% des gens qui disent voilà, bing bing. Je pense qu'il y a encore quelques mois, c'était 95%. Oui. Sur- Et c'est ça. En fait, il y a plusieurs raisons. Effectivement, c'est ce que tu disais. Déjà, en Europe, ce sera forcément, on aura forcément la liberté de choisir. Et il y a aussi, malgré tout, le fait que sur un smartphone Android, quand tu l'installes, tu connectes ton compte Google. Oui, quoi Parce qu'il arrive. que, Ouais. Oui. parce que tu connectes en fait ton Gmail, parce que tu connectes Ah, c'est le cœur de tous tes mots de l'écosystème passe, Android. voilà. C'est ça. enfin. ne serait-ce que Google Play. En fait, tu connectes ton compte Google. Et du coup, je pense que pour l'instant, en tout cas, Bing va avoir du mal à s'imposer. En tout cas, le fait que Samsung réfléchisse sérieusement à changer de partenaire, ça montre quand même que Microsoft commence à peser sur le marché, en tout cas de l'IA, ça c'est sûr, et potentiellement du moteur de recherche. Et ça va être intéressant, on va voir ce qui... Et puis ça peut aussi montrer une évolution des liens qu'ont Samsung et Microsoft, parce que ça fait quelques années maintenant que le lien entre Windows et la Oui. version et One UI, du coup Yeah, One UI. l'interface de Samsung, est très fort, Oui. que vous débloquez Et très énormément pratique. de choses, très pratiques. Très, plus très est. pratique, les Oui, amis. Oui, ça, les j'avoue relations que- entre les deux entreprises, elles sont au beau fixe, donc Ouais. Ah, de fou, ça ouais. peut aussi Complètement. concrétiser une espèce de partenariat finalement logique entre les deux qui, en décidant Ah, de... surtout que là, en fait, Microsoft a un truc dans ses mains qui est intéressant, c'est que là où Samsung, LOL, elle a utilisé Bixby ou des trucs comme ça qui n'ont jamais réussi, Bien sûr. demain sur le Galaxy, tu dis, bah, au fait, on a une version native de Bing Chat, machin. Microsoft comme Samsung sont super contents, en fait. Ils sont à la pointe de la technologie, tout le monde se fait du pognon. Après, Beau ça fixe, reste quoi. quand même super aléatoire pour l'instant. Oui. Les réponses de Bing Chat sont une fois sur deux, ils te racontent vraiment n'importe quoi. Hein. Enfin, peut-être pas une fois sur deux, mais en tout cas, souvent, il y a des trucs. Ouais, maintenant tu peux davantage régler quand même Ouais, bien le sûr. truc pour un peu mieux ciseler Et plus- la recherche. Mais je trouve que c'est assez intéressant quand même la façon dont déjà très rapidement Bing et ChatGPT ont réussi à créer comme ça l'engouement. Mm. C'est Et rapide. puis, hein, et dans puis le dans fait que ça l'industrie. débloque des vrais nouveaux Ouais. usages que Google ne permet pas de faire. Moi, cette semaine, justement, avant d'aller chez Apple, j'ai dû faire une recherche d'itinéraire en demandant. En fait, je voulais faire une recherche d'itinéraire et sur le chemin, je voulais m'arrêter pour manger. Et c'est un truc que tu peux pas demander à Google Maps aujourd'hui, tu peux pas le demander à Apple Plan ou enfin les systèmes de cartographie. Et Bing GPT, j'ai pu lui demander fais-moi un itinéraire de transport en commun depuis chez moi jusqu'à l'itinéraire de destination et prévois-moi un arrêt sur le chemin où je puisse avoir un restaurant qui soit à proximité de la station de métro et fais-moi l'itinéraire complet. Et le truc a pu me répondre. Alors c'était pas parfait, il y avait Il t'a envoyé dans quel restaurant? non, mais alors non, ça marchait bien. Ça marchait bien, c'était plus sur l'itinéraire de départ. Il voulait me faire aller à pied alors que j'aurais pu prendre un tram. Bref, c'est pas exactement 20 sur 20, mais on s'approche d'un truc et surtout, c'est une requête que je pouvais pas demander à Google. Quoi. Donc, Tu veux dire de rajouter du coup le stop parce que... de rajouter le Enfin, stop. à la voix. Oui. Non, même pas, même à l'écrit. En fait, comment tu fais pour Google pour lui demander déjà un itinéraire avec plusieurs étapes en transport en commun, il sait pas faire. C'est que en voiture. Et ensuite, de lui faire demander un arrêt spécifique sur un truc de restaurant et tout ça, de te demander des conseils, Ouais, etc. comprendre le contexte. Voilà, tout le contexte et tout, il sait pas le faire. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant que pour un futur Samsung, en plus, c'est justement que Microsoft et Samsung sont très potes. L'idée d'avoir un Bing en truc par défaut, ça peut être intéressant si Bing arrive à se développer entre-temps. Et je pense qu'effectivement, ils profitent aussi du fait que Google, ils peuvent pas trop l'ouvrir parce que si là Google commence à rechigner, ils sont en position dominante, ils ont et les États-Unis et l'Union européenne qui sont sur leur dos pour surveiller un peu ce qu'ils font de leur marché.
Donc c'est peut-être pas le moment justement de dire oh là là, comment ça, vous voulez nous remplacer, etc. Donc je peux comprendre que ce soit un peu la panique chez eux, quoi. Ouais, je comprends très bien. Tu as fait un papier là-dessus sur Oui, le Journal du C'est à Geek. retrouver sur le journal du geek. Journal du Geek, on te retrouve dans quelques instants parce qu'en plus on va continuer avec Google avec toi, monsieur Non. Captain Man. Non, même pas. Non, pas du tout. Mais presque. On va parler de moteur de recherche. Bah oui, bah. effectivement. Qui est presque, qui est presque. Attends, je suis pas passé loin. Hein, je me Comme quoi, les gens utilisent Google pour dire moteur Comme de quoi, recherche. en fait. et ça fait 15 fois que l'autre il sonne derrière. Et Là, dès qu'il que en tu dis rentrant, je Google, vais jouer aussi. sur ma Et tant que Nintendo, ça qui est change, une ça, PS1. Bing GPT. Hein. Oh, Alors. j'ai pas dit. Justement, donc on parlait de Google, hein, 90% des recherches en France. On parlait de Bing qui doit représenter, je sais pas, peut-être 5%. Mais il y a quelque chose qui est encore en dessous. C'est le moteur de recherche français, la gloire la gloire française européenne, le moteur de recherche qui s'appelle Quant. Quant. Exactement. C'est DuckDuckGo. Bing, non, du coup? De quoi Alors, on va en parler justement. Ouais. Alors, Quant, qu'est-ce que c'est? C'est le moteur de recherche créé en 2013, donc, qui est censé être un moteur de recherche donc européen et français, donc qui garde, qui protège votre vie privée, n'est-ce pas, la vie privée de ses utilisateurs, et qui est censé aussi utiliser ses propres algorithmes de recherche. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'a jamais été certain. Ils ont avoué qu'ils utilisaient Bing. Ils ont un partenariat avec Microsoft pour les images parce qu'ils ont dit non mais à scroller on n'y arrive pas et tout, c'est trop gros, donc on a un partenariat juste là-dessus, mais on vous promet sur la recherche naturelle et tout, c'est pas le cas. On va voir, c'est encore une autre affaire. En tout cas, là, ce qui est intéressant ici, c'est que Octave Klaba a annoncé avec la Caisse des dépôts et consignations, qui est la banque de l'État, la banque d'investissement de l'État aussi, qu'ils allaient racheter Quant et faire une organisation qui va s'appeler je me rappelle plus. C'est pas grave. Symphonie, non? Voilà, Symphony, Ouais, ouais. Symphonie, ouais, un truc comme ça, Symphonium, je pense, pour tout simplement racheter Quant et aussi faire un package avec Avec Shadow, j'imagine. non Shadows, Ouais. exactement. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas trop. Alors, OVH Klaba, rappelons-le, c'est Octave Klaba, c'est OVH Cloud, donc le Ouais. plus gros fournisseur d'accès, Symfonium. hébergeur, voilà, Tu vois là. Symfonium, exactement. Merci tout le monde. Le plus gros fournisseur de serveurs hébergeurs en France. En France, oui, clairement. C'est- alors, Ouais, c'est même le numéro 3, je crois, dans le monde. Donc, Ouais, tout à fait. Ouais, C'est une- c'est un c'est- pont, OVH, hein, c'est très clairement. gros. Hein, c'est un champion Ouais. français pour le coup. Tout à fait, et c'est une histoire incroyable, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment une licorne, je sais pas s'ils ont dépassé le milliard de valorisation, probablement, très probablement. C'est vraiment une histoire incroyable puisque Octave a commencé dans sa chambre avec 2 serveurs qu'il avait sous son bureau, et aujourd'hui c'est des data centers partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, etc. Dans le Et- Nord, en plus, c'est dire. hein. Voilà, oui, en plus ça Il vient a de vécu Roubaix. des choses. hein. Effectivement. Alors, Quant, le problème de Quant, c'est que ces résultats laissent un peu à désirer, on ne va pas le cacher. Leur part de marché est estimée à 1%, mais ça, c'est depuis quelques années, à partir du moment où l'administration française a basculé, en théorie par défaut, tout le matériel, donc ordinateur et téléphone portable des fonctionnaires, sur Quant par défaut. Alors, je dis bien par défaut parce que je pense qu'ils le changent tout de suite après pour passer sur un autre. Enfin, Ouais. Je me trompe peut-être. Hein. Et en 2019, justement, au moment où ils ont changé ça, il y a eu un audit de l'État et l'audit était extrêmement sévère puisqu'il parlait d'un moteur à l'état de prototype et d'un index de résultats qui était bloqué à 2017. On parle de 2019. Hein. Donc, en gros, tu faisais une recherche, si tu veux, il te donnait des résultats qui... C'est un Génial. peu compliqué. C'est Mais... retour vers le futur. Voilà. Retour vers le passé, plutôt. là. Alors, Tout ce que tu veux dans tous les sens, ça fonctionne. On comprend que la Caisse des dépôts et consignations, qui a balancé des millions et des millions dedans depuis 10 ans, avait envie de trouver un nouveau partenaire, chose qui allait être plus sérieux. Effectivement, Octave Klaba et Shadow semblent être, je pense, un peu la personne parfaite pour ça, puisqu'ils ont quand même du matos derrière et surtout des ambitions qui sont pas mal. Vous savez aussi que c'est un gouffre à pognon monstrueux. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Au moment de ce fameux audit, ils avaient 100 000 euros de loyer qu'ils payaient par mois. Oui, bien sûr. Sérieux, pour compte Ouais, pour compte, ouais. Ah oui, c'était quand même. Ouais, pour un moteur de recherche, ouais. Ouais, pour un moteur Ouais, de bah, recherche. t'as Ouais, tout à fait. besoin On parle de- du loyer, hein, juste. Ah du oui, loyer. c'est bien ce qui me fait tilt. Ouais. Ouais. Ils étaient Ok. dans le 16e, alors après ça, ils ont déménagé. Finalement, ils sont partis dans Neuilly-sur-Neuilly. C'est probablement Neuilly. Oui, faut savoir. hein. Enfin, un peu mieux. Voilà. Et c'est un truc qui a coûté à peu près, on pense, 100 millions d'euros. Il y a eu beaucoup d'investissements dedans. Certaines personnes pensent que ça a été jeté par les fenêtres. Je vous laisse faire votre propre opinion sur le sujet. Mais il y a eu pas mal de polémiques. Alors, on a parlé évidemment de Bing pour les résultats, pour un moteur qui est censé être totalement indépendant, avoir son propre algo de recherche, etc. C'est un peu gênant. Il y a eu plusieurs mises en cause sur la vie privée, justement, parce qu'on leur a reproché aussi qu'en réalité, ils ont aussi sorti un browser, il y a de ça quelques années, 2019, je crois, et qu'en fait, au final, les informations sur la vie privée n'étaient pas si protégées que ça. Et surtout, en 2020, on a eu un article du Canard enchaîné qui a expliqué que le PDG, à l'époque, se payait 200 000 euros l'année
On parle Oh là là. on parle du net, hein, on parle pas. Donc en gros. Oh, la jolie licorne, effectivement. Ouais. Voilà, effectivement. Et qu'en plus, ils avaient touché des aides européennes, dont seulement un tout petit pourcentage pour un truc qui s'appelait Quant Music. Là aussi, je ne connaissais pas, ça existe. Et qu'en fait, ils avaient juste justifié l'utilisation sur les 2 millions d'euros qu'ils avaient reçus, de genre 500 000 balles, un truc comme ça. Vous pouvez retrouver l'article, hein, c'est assez simple à trouver. Donc, globalement, ça marche pas et ça coûte très cher. Mais en même temps, c'est le seul moteur de recherche français. Je sais pas Regarde si vous le en petit avez- message à l'écran, Doxoa GB. C'est pas mal ça. Je veux dire, c'est. Alors, bon, Quant Ouais. et oui, alors effectivement, ce n'est pas une alliance de 2 canards boiteux, Quant et Shadow. Alors Quant, canard boiteux, on peut probablement utiliser le terme, mais bon, je ne vais pas m'avancer. Hein. je dirais Gouffre Afrique, mais enfin. Shadow, Ouais. Gouffre Shadow, Afrique, moi je Shadow, technologiquement est super Ouais, intéressant. Shadow, ça Et fonctionne. puis il faut voir un truc avec Shadow, et c'est pour ça que Octave Klaba l'a racheté, c'est que c'est pas nécessairement pour suivre aussi le PC dans le cloud, etc., même si ça va être évidemment supporté pendant très longtemps. C'est surtout de faire la concurrence à Google sur les logiciels type Doc, type Drive, etc. On le voit déjà avec Shadow Drive, hein, qui est disponible actuellement, mais en version du coup européen. Donc je pense qu'en rachetant Quant, il se dit, bon, alors certes, c'est en termes de réputation, quand tu connais, c'est mauvais, mais je pense que la marque est quand même assez connue en France Pire que tout cette pour phrase. racheter le truc. C'est soit tu connais pas et tout va bien, mais en réputation, quand tu connais, c'est mauvais. Bah, Là, déjà, bah, tu t'en sors pas. Le mec, preuve- il est déjà preuve en est, au quoi, fond tu vois. de la flotte avec 12 packs de ciment accrochés au pied, quoi. Mais je pense qu'il veut littéralement créer un espèce de Ouais, mini Google C'est ça. européen. L'idée, c'est d'avoir une alternative européenne, donc avec des data, un moteur qui est entièrement européen, et effectivement d'avoir après une suite qui pourrait être proposée aux administrations, mais aussi à tout le monde. Donc gratuite, j'imagine, un peu comme Google, mais sans ce côté où on va te prendre toutes tes données et tout. OVH travaille beaucoup déjà, entre autres sur les données de santé, puisque les données de santé doivent être hébergées sur le sol européen et probablement même sur le sol français, et ils ont des accords désormais avec le gouvernement sur, sur des choses assez strictes en termes de règles sur ces trucs-là. Donc on va voir, mais en tout cas, potentiellement, donc eux, évidemment, ce qu'ils disent, c'est qu'on veut faire une alternative aux GAFAM, parce que c'est quand même très très C'est ambitieux, c'est très extrêmement ambitieux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que cette acquisition, au final, c'est peut-être le meilleur candidat qui va reprendre Quant, et on est un peu curieux de voir ce qui va arriver. Après, c'est aussi un moment, on en parlait juste avant, où l'AI va bouleverser le moteur, le marché des moteurs de recherche. Donc voilà, qu'est-ce Ce qu'ils que vont j'allais faire dire, après c'est que j'aime beaucoup qu'on est en train de parler d'un concurrent pour Google, Oui. alors que lui-même est en train de complètement vaciller par rapport à l'arrivée de l'IA et de Bing. Donc c'est vraiment, on arrive dans 10 ans. Mais après, en France, on a aussi beaucoup de recherches sur l'IA, donc ça se trouve, dans un an, t'auras Octave Klaba qui va se rajouter un petit truc et on sera très bien, quoi. Mais du coup, je serais plus rassuré si je voyais justement Un truc en plus, quoi. ouais, un truc en Ouais. plus où il investirait, par exemple, il investirait dans une licence pour OpenAI GPT ou un truc, enfin voilà, ou quelque chose de. Je pense qu'il le ferait de lui-même, tu vois. Pas racheter une licence d'un truc, mais vraiment Oui, essayer enfin, de partir sur quelque chose dans le son propre domaine en tout cas. Je Ouais. pense qu'il va falloir s'y attaquer en tout cas. Je pense qu'on est littéralement en train d'observer ça arriver, en fait, hein, tout bêtement. J'ai l'impression que c'est la phase 2 d'un plan beaucoup plus large pour Octave Klaba dans le truc. Je veux pas parler dans la bouche de l'homme, hein, mais bon, ça paraît être des pièces de puzzle qui s'imbriquent superbement Oui, bien. hein, Moi, quand je vous dis que pendant des semaines et des mois, on a des trucs à dire dans le GDH, c'est pas rien, parce que le truc, on sent, c'est même pas que c'est redondant, on sent une explosion actuellement, même Ouais. depuis 3-4 mois, autour de ChatGPT, des IA et autres. On sent que ça investit tous les secteurs d'activité, c'est que c'est une pieuvre tentaculaire et les résonances sont mondiales sur plusieurs secteurs qui sont extrêmement variés. Et là, on C'est ça, parle le- aussi de l'indépendance nationale et européenne en l'occurrence, et c'est vraiment un sujet d'actualité. Et effectivement, OVH a un rôle dedans qui Vu la taille de l'entreprise, oui, je pense. Oui, On ils ont est leur mot à dire. face à un des rares acteurs européens qui a vraiment le potentiel de faire ce qu'il dit. Quel est en fait, les reins hein. solides pour le faire. Ouais, il n'y a Quel est- pas ce ouais. côté start-up où on teste des Mhm. trucs. Ils ont les reins pour le Il faire, est les reins possible, solides. en fait. C'est tout D'accord. à fait De toute façon, possible. on a deux champions dans le domaine, on a vraiment deux gros champions grand public, on va dire. Il y a OVH d'un côté et Iliad de Gallinel Oui, de l'autre, je trouve. Enfin, c'est un peu les. Deux monstres. Enfin, je trouve que c'est les deux qui sont capables d'avoir une vision ou d'avoir un peu de se Complètement. lancer dans ce genre de projet, en fait, Complètement. de sortir un peu de l'hexagone. Et eux, bah, bien je- concurrencer les gars. Ouais. Après, serais je d'accord verrais avec pas, toi. je verrais pas Free là, comme ça nous lancer dans un truc dans le domaine. Je pense Ouais. que c'est plus le domaine de VH. Mais je trouve que les deux ont cette capacité. D'ailleurs, Shadow, pendant longtemps, il y avait eu enfin pas des rumeurs, mais il y avait eu des théories de se dire s'il devait trouver un racheteur, est-ce que ce serait pas Free, etc. Oui, Je c'est vrai, trouve oui. que Bah, ils étaient, c'est une logique. C'est au-delà des rumeurs. La bataille était littéralement Ok, je me entre, rappelle plus, je ne me rappelle plus des Non, moi, détails. moi, Ouais, je dis là, ça tournait. Je veux dire, moi, les- j'avais les les oreilles qui deux, sifflaient de tous les côtés. Hein. les deux derniers dans Ouais. la bataille, c'était effectivement Iliad et Oui, c'est vrai. et OVH. Ouais, c'est pas Enfin, pas surprenant, je Octave trouve. Klaba. Après, il y a un des deux qui héberge le grandpop.fr, donc il y a un des deux qui est mieux. Oui, moi, monsieur Taxi, faut toujours rajouter un truc derrière incroyable. Bravo.
encore une fois. Amandine, alors il y a un truc, la semaine dernière, tu nous avais parlé de quelque chose qui était légèrement olé, Olé. pornographie et autres. Et là, on t'a rien demandé, tu reviens avec une chronique qui, je pense, va être très sympathique également. Tu vas nous parler Je vais peut-être- de Amazon Kindle et de certaines choses Je vais qui dire comme ça pour qui celle-ci. sont donc olé, Amandine. Et Alors, enfin. voilà, olé. croquant, c'est Allez. gourmand. Allez, let's go. Exactement. Est-ce que vous utilisez la Kindle? En tout cas, l'application Kindle. J'en ai une, Oui, je n'ai J'en pas ai utilisée eu depuis longtemps, j'avoue. J'en ai eu. Non. Les mangas. Oui. Les mangas. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas Les que. mangas olé. Pardon. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire. Oui, car sur Kindle, il n'y a pas que l'intégrale de Harry Potter et le dernier Naruto. Il y a On aussi, sent venir. il y a aussi des romans érotiques, beaucoup de romans érotiques. Alors, rien de très étonnant à ça, puisque en fait, on est sur l'évolution directe des romans harlequins, donc les romans gourmands croquants de l'époque de nos mamans. C'est pour ça que ça s'appelle du mommy porn. Au piment de Nespelette. Exactement. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, ces romans étaient classés dans la catégorie romance. Donc, voilà. Donc, clairement, il y a de... Fleur bleue plus. Voilà. Donc, clairement, ce sont des romans où il y a de la romance, mais pas que. Ces romans ont proliféré depuis l'arrivée de l'IA générative, puisque, on le sait, depuis l'arrivée de ChatGPT et de tous ses concurrents, il y a énormément de romans qui sont coécrits avec ChatGPT notamment, donc au point que certaines maisons d'édition d'ailleurs, qui n'ont rien à voir pour le coup avec les romans olé, ont dû stopper les réceptions de manuscrits, puisqu'il y en avait trop. Et ces romans érotiques, donc déjà, ils posent un petit peu problème en termes d'image à Google et Apple, puisque Kindle est tout de même une application qui n'est pas réglementée en termes d'âge et qui est accessible donc à des mineurs. Mais en plus, depuis quelques mois, ou en tout cas c'est ce que Google et Apple ont remarqué, je pense très honnêtement que ça existe depuis beaucoup plus longtemps, depuis quelques mois, on voit des romans qui ne sont pas que des romans illustrés, dirons-nous. Carrément, maintenant, il y a Des romans, il y a l'écrit et l'image. Nous dirions des romans photographiques. Dans ma culture, on appelle ça des hérodos. Voilà. Donc voilà, de plus en plus, en fait, voilà, j'ai fait des magnifiques captures avec vraiment des Crush titres, interdit. des titres très Ah sympathiques. ouais, c'est olé, Alors, là. sache qu'il n'y a pas que ça. C'est Il y a trop. aussi des trucs assez improbables de type une histoire d'amour avec un vélociraptor. Oh oui, j'adore ces trucs-là. Et c'est vraiment incroyable. Qui a vendu ma fanfic? Est-ce que tu as vu l'histoire extrêmement chaude entre une jeune femme et Clippy, le Ah, Je trombone, l'ai le pas trombone lu, de mais, Microsoft? La couverture à elle seule écoute, vaut. je veux absolument miracle. lire ça. Déjà, Écoute, le vélociraptor, c'était vraiment pas mal. Je On peux a imaginer aussi... le T-Rex avec les petits bras du coup. Alors, Ça, on oui. a aussi des dinosaures. On a des On a aliens, on a vraiment de tout. Donc voilà, ces livres en soi, ils sont pas tellement problématiques à partir du moment où ils sont lus et appréciés par des majeurs. Le problème, c'est que justement, c'est ce que je vous disais, sur Kindle, sur l'application Kindle, il n'y a aucune limite de. C'est le Far West de de majorité. C'est ça, fou, hein. le Far West. En Ouais, fait, les Ouais. enfants, forcément, peuvent y accéder. Il n'y a même pas une histoire de à partir de 13 ans ou quoi. C'est vraiment une application qui est accessible à tout le monde. Mm. Et C'est gratuite en plus. gratuite. Et encore plus grave que ça, c'est que la majorité en fait, de ces romans coquins, dirons-nous, et de ces romans photos sont accessibles totalement gratuitement pour les abonnés Prime ou Kindle. Ouais. Et ça, c'est d'autant plus un problème que donc il n'y a même pas besoin de sortir la carte bleue. Donc à partir du moment où vous êtes abonné sur Prime Reading ou l'abonnement Kindle, en fait, si votre enfant a téléchargé Kindle sur votre compte, ne serait-ce que pour lire le dernier Harry Potter, enfin l'intégrale de Harry Potter plutôt, le dernier commence à dater, en fait, il y a accès gratuitement. Voilà. Et ça, c'est un problème quand même. Ah oui, puis ça se cache zéro en fait. J'ai un peu caché parce que quand même, c'était vraiment des dames toutes nues. Voilà. Et en fait, voilà, c'est vraiment là, ça, donc ce n'est plus des romans, hein, ce sont des romans Oui, photos. non, En fait, c'est juste une succession d'images pornographiques. oui, il y a des mecs qui ont fait Voilà. des print screens sur Voilà. la Et page il d'accueil y a de Pornhub vraiment- et salut quoi. C'est le nouveau nous deux. Exactement. Et donc C'est- ça, voilà. forcément, c'est problématique. Surtout, Est-ce qu'il y a une double page centrale? C'est la Non, question. mais, du coup, c'est douneux. je ne sais pas. Mais ça, en tout cas, c'est très problématique. En tout cas, pour Google et Apple, qui viennent de menacer Amazon, en fait, tout simplement de fermer, enfin, de bannir l'application Kindle si elle ne prenait pas un peu en main sa modération. Ah, tu m'étonnes. C'est clair. En soi, ça paraît pas très compliqué, puisqu'en fait, il suffirait qu'il y ait une catégorie 18+, qui ne soit pas accessible, ou en tout cas qui soit accessible par mot de passe.
Ou tu es en attente de te connecter à ton compte pour pouvoir y accéder, quoi, parce que par Je- défaut, ça devrait pas Honnêtement, je l'afficher, quoi. pense pas que ce soit très très difficile. Surtout que le problème, c'est qu'en fait, dans les conditions générales d'utilisation, Amazon précise bien qu'elle n'accepte pas les romans érotiques, pornographiques, ou en tout cas, voilà, toutes ces choses olé olé. Le problème, c'est que depuis, il me semble, quelques années, Amazon a lancé son programme d'auto-édition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es auteur, ou en tout cas, tu proposes un manuscrit, tu peux directement le faire éditer en fait sur Amazon Kindle. Et la modération a l'air assez légère, comme les vêtements de ces dames. Et vraiment, Très belle image. Ouais. je sais que tu apprécies. Là, regarde un petit peu ce qui est à l'écran, ça va également. Oui. Ah oui, 84, Bon, bah, écoutez, 84% je des- suis une vieille dame. Ben, Mais Non, sachez- non, la semaine prochaine, t'inquiète, ce sera 42% du coup, avec ce que sachez tu viens pour de les présenter. 84% Ça qui va. n'utilisent pas Kindle que vous avez accès gratuitement à des choses olé olé si vous êtes abonné Prime, et vraiment allez lire My Love Story avec un Vélociraptor. C'est J'ai un vrai incroyable. sondage à lancer. Qui vient de télécharger l'application Kindle juste pour vérifier les infos que vient de donner Amandine? Balancez-vous. Donc si votre enfant aime les dinosaures, faites attention. Oui, faites très très J'avoue, attention. j'avoue. Alors évidemment, J'adore il y en les a dinosaures. pour tous les goûts, hein. Attention, je dis les dinosaures, mais il y a aussi Rencontre avec un PDG sexy, Mon fermier est très sympa, enfin voilà. Il y a vraiment absolument tout ce que vous voulez. Je garantis pas honnêtement de la qualité d'écriture parce que le peu que j'ai lu est assez affligeant, on va pas se mentir. Désolée pour les auteurs. Mais voilà, en tout cas, Amazon n'est pas du tout regardant sur le sujet. Et ça, c'est un vrai problème, surtout à l'heure où la CNIL et tous les régulateurs français, en fait, alertent depuis des mois sur une possible fermeture des tubes pornographiques. On en parlait, c'est ce que tu disais la semaine Yes. dernière. Yes. C'est un vrai problème, puisqu'en fait, on ne peut décemment pas demander aux tubes pornographiques de modérer leur contenu et d'interdire leur contenu aux mineurs, sachant que sur des plateformes qui sont accessibles aux mineurs et qui ne sont pas censées héberger du contenu pour les moins de 18 ans, en fait, en regorgent. Et quand je vous dis que ça regorge de contenu, c'est-à-dire que les romans de romance épicée comptent parmi les meilleures ventes. Et je vous parle pas de 50 Shades of Grey qui s'est toujours classé dans les top ventes sur Ouais, après, ouais, les bouquins de maman, c'est le truc Mommy top Porn. meilleure vente à chaque fois. les quoi, c'est un mommy truc porn de ouf. sont dans les meilleures ventes à chaque fois. Et en même temps, c'est normal, j'ai envie de te dire, puisque Sans jugement. c'est normal en fait. Tu n'as pas à les acheter en physique. C'est moins Et ça gênant. change tout. C'est moins gênant, ça change tout. Puisqu'en fait, tu te retrouves vraiment avec des livres que tu peux lire de manière un peu discrète et que tu peux supprimer après. Mais le truc, je parle d'Amazon Prime. Regarde Amazon Prime, par exemple, si tu es abonné à Amazon Prime, tu vas chercher dans documentaire. Par exemple, les trucs vidéo. Tu as un nombre de vidéos conspirationnistes. Ouais, c'est un- Oui, c'est bien un- Si oui, tu oui. veux voir Non, tous oui. les trucs sur la Terre est plate, mon voisin est un Les pyramides qui ont extraterrestre et machin, avec l'électricité. preuve à l'appui. Ah, ça, Si tu veux te c'est faire bien, des c'est idées un peu farfelues sur le monde, tu as un parterre, Il y a un un mec- Il éventail. y a un mec chez Amazon Prime Video qui allait voir le catalogue le moins cher, il a fait je prends Ah, tout. let's Ouais. Et il a pris tous les Ouais. trucs, mais il y a des trucs, c'est hallucinant que ça soit en alors ligne, quoi. Ouais, ouais. Et je pense qu'il y a un vrai problème de modération en fait chez Amazon. T'en Oui. parlais sur les, C'est ça, c'est pour ça que sur je- les bouquins, c'est une Mais dinguerie. surtout, Sur hein, sur tout. tout le reste. Ouais, Pas sur Tout tout. l'écosystème. que sur même les la bouquins. boutique, même la boutique Amazon elle-même, il y a plein de produits qui Bien sûr. sont Ouais, mais problématiques, qui sont contrefaits. L'avantage qui sont que en- tu as sur Cherche Amazon. AirPods, Ah oui, non, mais totalement, hein. Oui, parfaitement. Mais il y a au moins, comment dire, sur la boutique classique, à minima, t'attends la deuxième ou troisième page généralement avant de voir des trucs ultra farfelus. Ouais. Attention, ultra farfelus. Alors que si tu cherches un bouquin aujourd'hui, c'est une dinguerie. Il y a, Oui, oui. il y a des fois où tu as des PDF qui sont vendus, mais littéralement des PDF de bouquins qui sont vendus aussi sur la plateforme, qui sont complètement illégaux, mais qui sont là. Et c'est les premiers trucs, tu vois, où tu as je sais pas combien de mecs qui font des PDF d'œuvres qui sont dans la bibliothèque commune, là, donc normalement accessible gratuitement. Mhm. Ils te refont juste un PDF, te le revendent 3 balles pour faire des thunes. Ça Amazon, tourne en c'est trop boucle, Oui, et mal puis contrôlé. surtout, Ouais, c'est ça. quand tu C'est parles pas de la beau. boutique d'objets physiques, Amazon se positionne un peu comme une marketplace. Donc il y a quand même ce truc de on se dédouane de nous, on héberge juste. Ouais. Sur la partie e-book et Kindle, Amazon a toujours dit et continue de dire d'ailleurs que c'est elle qui vend. Ce n'est pas une marketplace d'e-book, c'est vraiment, elle est censée en tout cas valider tous les bouquins qui sortent. Bah, d'autant que c'est leur cœur de métier à Bien la sûr. base. Hein, donc, Et donc, effectivement, là, on parle de pornographie, mais c'est ce que tu disais, tout ce qui est conspiration, complotisme, c'est c'est pareil. une folie, quoi. Et d'ailleurs, en plus, Amazon, on en parlait il y a quelques semaines, voire peut-être un peu plus d'un mois, Amazon a lancé une espèce de campagne en fait, contre le piratage illégal des titres qui sont sur sa plateforme, des titres e-book. Et en fait, elle
elle sanctionne en fait complètement les auteurs. C'est-à-dire que quand on trouve des copies pirates de certains livres qui sont censés être des exclusivités Amazon, oui, parce que bien sûr, quand on s'auto-édite sur Amazon, faites attention si vous avez l'envie, en tout cas, de faire ça. Ça peut paraître, ça peut arriver comme une solution de facilité de dire je vais me faire auto-éditer sur Amazon, je vais être dispo sur Amazon, c'est trop bien. En fait, Amazon vous fait signer quand même un contrat d'exclusivité qui est assez costaud, qui fait que vous ne pouvez plus du tout faire éditer votre livre, que ce soit en papier, que ce soit même en e-book chez d'autres revendeurs. Et surtout, si par hasard vous vous retrouvez sur des plateformes de téléchargement illégales, ou en tout cas si vous vous retrouvez ailleurs, même contre votre gré, en fait, Amazon sanctionne et coupe tous les revenus de l'auteur sans pour autant le supprimer de sa bibliothèque. Ah, des génies, quoi. Voilà. Comme toujours, mes aïeux. Amandine, il y a autre chose derrière, puisqu'on parle beaucoup actuellement d'intelligence, de ChatGPT, et il y a un individu dont on ne parle jamais dans cette émission, parce qu'on ne sait pas trop qui c'est, qui dit maintenant, moi j'aimerais trouver une solution pour avoir la vérité absolue. Alors là, on va encore boire tes paroles, parce que quand on va... Allez, vas-y, parce que... Écoutez bien. Oui, je vais parler de notre sujet préféré. Et en plus, c'est un combo Elon Musk et l'IA. Là, c'est le combo gagnant. Je sais que ça explique après. Combo gagnant. J'adore. En fait, on rentre dans le tunnel Elon Musk. Voilà. Dans le conducteur. Non, après, il y en a pour 30 minutes. Après, il y a un tunnel aussi. Mais Oui, non, mais justement, c'est le même. un tunnel explosif. Toujours Elon Musk. Exactement. Non, si je vous dis la réponse à la vie, l'univers et le reste. 42. Oui, c'est 42. Eh bien non, c'est Truth IA. Non, ça restera 42. Je suis désolé. 42. Moi, j'ai vu le film, j'ai lu le bouquin, Je c'est suis 42. d'accord avec Prof, vous. ne serait-ce pas le nom du réseau social de Donald Trump? C'est vrai. Ah ouais, C'est ah vrai. Oui, il a collé IA dedans. Oui, l'appel ok. du pied est Voilà, très discret. il y a une sorte de truc qui... Oui, en fait, ça ressemble à une blague. Ça ressemble à un mauvais remake de Douglas Adam, mais pas du tout. Après l'annonce de X-Corp, Elon Musk a dévoilé qu'il allait se lancer dans l'IA. Mais alors attention, pas n'importe quelle IA. Il l'a expliqué sur Fox News. Son projet, c'est de... Évidemment. Oui, évidemment. Pardon. Évidemment, Fox News. Son projet, c'est de révolutionner le monde. Voilà, encore une fois. Encore une fois, évidemment. En fait, Puisque c'est quand même un projet assez récurrent chez lui. En fait, il travaille actuellement sur un modèle de langage qui existe, donc à la manière de GPT-4, mais il veut créer son propre modèle de langage qu'il appellerait Truth IA, et qui ne serait ni plus ni moins que, en fait, un modèle de langage capable de donner la vérité maximale, la plus absolue et objective possible. Oh, qui... Quand le C'est moteur est Dr. expliqué que la Evil, Terre est quoi. plate, Quand C'est Docteur ça va être Evil. génial. J'en peux sup de vivre dans une dystopie, bordel. Oui, alors on est d'accord clairement- qu'on parle bien du milliardaire qui est en train de bannir des journalistes de son réseau social et mettre, placarder certains médias comme des trucs de propagande. Alors, Oui. il n'a pas dit quelle vérité absolue ce serait. A D'accord. priori, ce sera la sienne, C'est hein, la on va sienne, pas se Ouais, mentir. évidemment. Hein. Non, donc effectivement, derrière cette annonce, oui, ça ne veut rien dire, puisque déjà, la vérité absolue, ça va être compliqué à définir, surtout quand elle passe par Elon Musk. Et encore pire, en fait, c'est plutôt inquiétant, puisque Elon Musk veut créer donc une IA omnisciente. En fait, Sûr. lui, son objectif, de ce qu'il explique à Fox News, c'est pas de créer une IA forte comme ChatGPT, par exemple, qui potentiellement va avoir ce réflexe de partir dans la dystopie totale en disant « Oui, j'ai une âme, et je suis aussi humain que les humains, et je veux faire des choses comme les humains. » Lui, ce qu'il veut, c'est plutôt, en fait, proposer une espèce d'encyclopédie universelle et absolue qui pourrait... transcrire le monde sans l'analyser et sans émettre de quelconque jugement de valeur. Bien sûr. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. C'est quoi la diff C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est ce qu'il veut, une IA omnisciente et, je cite, dépourvue de toute composante humaine. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Il y a combien d'annonces de Monsieur Musk chaque semaine, de trucs qui Oh, sont des masterclass Ça dépend du nombre d'affaires journalistiques qui lui Parce tombent que, sur le dos et ouais, du procès ça, qu'il a un sur le dos. En fait. Masterclass, c'est hebdomadaire, quoi. C'est En fait, c'est- quotidien. Dès C'est qu'il y a un quoi procès qui se déclenche, hop, C'est ça. C'est du délire. En fait, c'est surtout très drôle puisqu'il y a à peine quelques semaines, Elon Musk et 1000 autres personnalités du monde de la tech avaient co-signé une tribune J'allais le dire. voilà, qui demandait l'arrêt immédiat de toutes les recherches 6 mois sur de l'IA. pause, il avait demandé. 6 mois de pause. Minimum. Minimum, le Minimum. temps Le qu'on temps qu'il puisse maîtrise le investir. sujet. C'est ça. Le Quand temps on fait qu'il ma fasse la propre sienne, boîte, ouais. On Le temps qu'il comprend maîtrise assez le rapidement sujet. que c'est le temps qu'il puisse investir et proposer son propre délire.
Après, lui, non, ce qu'il dit, c'est que vraiment, c'est très différent, puisque lui, encore une fois, ne veut sûr. pas une IA qui Ah, va voilà. vouloir dominer le monde au bout de 2 ans, On- mais une IA On omnisciente. la rappelle quand différence, même qu'il c'est est que c'est investisseur pas de pareil. OpenAI. C'est Ouais. c'est lui qui est Ouais. investisseur. Au début, Alors, passer un petit peu à la suite, les loulous, Oui, parce allons-y, qu'après, on a allons-y. des dossiers de folie, on a 2 tests, tout ça. Amandine, tu as des choses à nous rajouter? Non, ça ira. Allons-y. C'était passons au It test. is formidable. Tout ça est sur le journal du geek. Tout est sur le journal du geek, oui. Tu reviens la semaine prochaine pour dire d'autres choses. Je sais pas, j'espère moi. Ce serait un plaisir. Mais oui, Amandine, on te retrouve tout à l'heure. De toute façon, on te retrouve toujours. Bon, maintenant, dans tous les cas, un truc important. Avant de passer au test, il y a un décryptage également de Taxou. On va passer à un sujet cuisant. Mais oui. Explosif même, Tout à fait. on peut le dire aujourd'hui. C'est sans mauvais jeu de mots, aucun, croyez pas, c'est pas le genre de la maison. Voici donc The Dossier par Captain Web Jingle. Merci Amandine, encore merci à toi. Space X. Tout à Alors fait. là, c'est la journée. C'est la journée SpaceX. Dis-nous tout parce que tu as un petit dossier sympa. Je crois que vous allez vous régaler. Alors, écoutez, on va simplement commencer par les faits. Normalement, lundi avait lieu le lancement de la plus grosse fusée jamais construite, le Starship. Ça a été repoussé, c'était tout à l'heure, juste avant l'émission, 15h30. Alors, ça a été repoussé de quelques minutes pour finalement décoller. On va peut-être voir d'ailleurs la vidéo. Un décollage qui a eu lieu. Alors, rappelons que l'objectif principal de ce décollage, c'était de ne pas faire exploser la base qu'ils ont mis 3 ans à construire, parce que c'était littéralement leur plus grande peur que ça explose sur le pas de tir et qu'ils soient obligés de se taper 1 an et demi de BTP derrière pour tout reconstruire. Ça ne s'est pas passé. Ça a décollé, vous allez le voir, un peu laborieusement. On a l'impression qu'il n'y avait peut-être pas tous les moteurs qui fonctionnaient. D'ailleurs, après, au milieu de la vidéo, tu vois qu'effectivement, il y en a sur les 32 moteurs du bordel. Donc, c'est énorme, hein, c'est un truc de malade. Il y en avait quelques-uns qui étaient éteints. Donc, ça démarre laborieusement. Ça s'envole, effectivement. Et au bout de, je crois, 3-4 minutes, eh bien, alors qu'aurait dû avoir lieu la séparation entre le Starship et le booster, manifestement cette séparation n'a pas eu lieu. Le truc a commencé à vriller et ils ont fini par le Un faire feu de exploser. Bengale. Voilà. Ils ont fini par le faire exploser, j'imagine, de façon Oui, à de- ce que ouais. contrôler un peu les dégâts. Et c'est Oh l'occasion là là, la de tristesse, revenir. quand même. Mais en même temps, c'est pas une catastrophe non plus parce que la méthode de fonctionnement de SpaceX depuis le début, ça a toujours été une méthode d'ingénieur, à savoir on fabrique, on teste, et si ça explose, c'est pas grave. Au moins, on apprend des choses. En fait, c'est là où, par rapport aux entreprises classiques dans le spatial, et ça change beaucoup, c'est que là où la NASA va mettre 10 ans à fabriquer un truc et être sûr qu'au premier pas, au premier tir, ça fonctionne, etc. Parce que c'est du financement public, beaucoup quand même, la NASA, je veux dire. Ah ouais, la NASA, c'est public, ouais, pour Oui. le coup. Effectivement, après. Que ça fait brûler les dollars des Américains. Donc, vaut mieux Donc, faire du coup, attention quand c'est même. ça, un tout mais petit du coup, peu, ils sont quoi. obligés d'être plus vigilants. Voilà. Ça. Mais en réalité, ce que SpaceX a toujours fait, c'est de se dire, OK, on va fabriquer ça n'importe comment avec des composants et tout. On essaye, si ça marche pas, c'est pas grave, parce que ça nous aura coûté 100 fois moins cher que de fabriquer selon les processus habituels. Mais par contre, derrière, 3 mois plus tard, on va réessayer et réessayer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Et jusqu'à maintenant, il faut bien avouer que ça a marché. Alors le Starship, c'est leur lanceur super lourd donc, sur lequel ils travaillent depuis quelques années. Et je vais vous donner quelques caractéristiques. Donc c'est en 2 parties. La première, c'est le Starship, le vaisseau en lui-même qui est en haut de la fusée, qui mesure quand même 50 mètres de diamètre, 50 mètres de hauteur sur 9 mètres de diamètre, et qui a 6 moteurs. C'est monstrueux hein, comme truc. Mais en dessous, tu as encore plus grand, puisque tu as le booster Super Heavy, qui lui mesure 70 mètres de haut, et qui a 32 moteurs, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 32 moteurs. C'est des moteurs Raptor qui sont assez incroyables. Et tout ça, en fait, ça nous fait la fusée simplement la plus puissante, même plus que la SLS un petit peu. C'est pas la plus haute aussi ou un truc dans le genre? Alors, je où crois c'était que la parmi la SLS, hauteur, c'était parmi les plus Le hautes. nouveau lanceur de la NASA, je crois, fait 2 mètres de plus, mais D'accord, on est sur ok. quand même quelque chose qui fait 120 mètres de haut. Oui, puis c'est la NASA. C'est ça, c'est un immeuble de 40 étages. Voilà, c'est un peu monstrueux. Et l'objectif de tout ça, c'est. Alors, il y a plein d'objectifs différents. C'est d'aller sur la Lune, bien sûr, puisque la NASA a entre autres commandité Starship pour fabriquer ce vaisseau qui va peut-être pas atterrir sur la Lune, mais je crois au moins amener les astronautes jusqu'à la Lune. Il y a aussi l'objectif de ravitaillement de la station spatiale, le lancement de satellites et, bien sûr, le grand truc d'Elon Musk, aller sur Mars. Ça, on en parle depuis. Et le tourisme, hein, se faire un max de pognon. Hein. Le tourisme spatial. Rappelons que normalement, dans 2 ans, il doit y avoir les premiers touristes, dont un millionnaire, si je me souviens bien, milliardaire même, japonais, Ouais. qui a payé pour cette chose. Bref. Alors, c'est l'occasion peut-être de revenir un peu sur l'histoire de SpaceX, parce que autant on en entend parler tout le temps, mais quand ils ont commencé, c'était peut-être pas aussi évident, puisque tout le monde se moquait d'Elon Musk, parce que évidemment, c'est Elon Musk qui a lancé ça. Alors, est-ce que vous savez quand ça a commencé? Alors moi, j'en ai aucune idée. Eh bien, c'est très Zéro. simple. Ouais. C'était pendant les vacances de Elon Musk, puisqu'il était parti pour voir les Jeux Olympiques en Australie, c'était en octobre. Et ça a commencé non pas par une histoire de l'espace, simplement, il s'est fait virer salement de PayPal.
C'est-à-dire que les mecs ont profité pendant qu'il était à l'autre bout du monde. Ils ont fait tiens, et si on le virait? Et il s'est fait dégager de PayPal à coup de pied dans le cul. Il a perdu son rôle de PDG. Et donc, quand il est revenu, il s'est retrouvé avec rien à faire. Il avait juste ces pauvres 30 millions qu'il avait récupérés de sa première société qui s'appelait Zip2. Et il a toujours été passionné d'espace. Et il s'est lancé à fond, comme il sait le faire, dans son objectif d'aller sur Mars. Alors, en premier, il a participé à une organisation qui s'appelait The Mars Society, où c'était des passionnés, quelques scientifiques qui se réunissaient donc en Californie. Ça sonne comme un nom de vilain de comic book de Ouais. ouf, quoi. Mais, C'est ça. ouais. Donc il est arrivé là-dedans, si tu veux, et les mecs, ils parlaient vraiment, tu vois, c'était vraiment un peu, on peut pas dire un club de lecture, mais en tout cas, ils discutaient entre eux, c'était des discussions, ils imaginaient des choses, etc. Lui, il est arrivé, il fait non, mais on va aller sur Mars. Moi, ce que je veux, c'est aller sur Mars. Il a lancé son projet Mars Oasis. Je crois que sa philosophie au sens large, c'est, enfin, si on le croit et qu'on croit sa philosophie, qu'on prend ses propos au premier degré, c'est l'idée qu'il faut sauver la planète. Enfin, pour sauver la planète et sauver l'humanité, Voilà. il y a d'un côté l'écologie avec Tesla et machin, et de l'autre côté, il y a partir sur Mars pour être Exactement. multiplanétaire. Voilà. L'idée, c'est qu'à partir du moment où l'espèce humaine est présente sur deux planètes différentes, il y a 0% de chance qu'elle disparaisse. Tandis que si on est uniquement sur Terre, eh bien, on dépend effectivement de la planète sur laquelle on est. Et voilà, donc c'est ça. Mais au début, en tout cas, son objectif, c'était de lancer une fusée, d'arriver sur Mars et pour prouver qu'on pouvait faire quelque chose là-bas, d'installer une serre, une petite serre sur laquelle on utilisait le sol martien pour faire pousser des fruits, des légumes, etc. Pas avec des humains. Et donc, comme c'est Elon Musk, il se dit, on va se lancer, allons-y. Et alors, évidemment, personne ne le prenait sérieusement. Donc, il a dû faire sa première étape, savoir trouver une équipe et trouver une fusée. Puisqu'au début, il ne pensait pas à la fabriquer lui-même, il pensait simplement en acheter une. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu veux acheter une fusée? Voilà. Sur eBay. Alors, il aurait pu aller à NASA, effectivement. Non, il allait Va sur eBay. dans 2 Tu ans vas voir Ariane. avec deux personnes, avec Adeo Ressi, qui était un de ses amis d'université, et Jim Cantrell, qui lui avait travaillé sur des programmes de missiles US-russistes au moment du désarmement. Et avec ces deux personnes-là, il va aller d'abord en France, où il va demander, on ne sait pas à qui, mais on imagine que c'était l'ESA, dire voilà, j'ai besoin d'une fusée. Le mec, il fait pas de problème, c'est 100 millions à peu près. Il fait, ah, même pour moi, c'est un peu cher. Et ensuite, il s'est dit non, mais au final, regardez, la Russie, là, c'est le bordel là-bas, puisqu'on était après la chute du mur, etc. Il y a plein de missiles intercontinentaux qui sont désarmés, puisqu'il y avait un programme de désarmement nucléaire. Il y allait donc en Russie pour acheter des missiles intercontinentaux. Sûr. Ça a été un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans tout le détail. La biographie, d'ailleurs, sa biographie est très bien faite si vous voulez apprendre tout ça. Et il y allait, il a bu beaucoup de vodka et les mecs, il a fini par essayer de négocier. Les mecs, au bout de très longtemps, avec l'aide de personnes qui étaient qui étaient très liées à ce milieu-là, des Américains, ils ont fini par lui proposer, c'est très simple, écoute, 8 millions de pièces pour un ICBM et t'as ta fusée, mais ils trouvaient ça toujours trop cher. Rappelons qu'il fallait en acheter 2 et qu'en gros, ça lui faisait quasiment tous ces 30 millions de dollars. Et en revenant, la légende dit qu'en revenant dans l'avion, il a calculé. En fait, il s'est dit, mais ok, d'accord, il faut 100 millions de dollars. Mais en fait, si je prends mon tableur Excel et que je calcule le prix simplement pour fabriquer ça, des matériaux, ça coûte quasiment que dalle. Que dalle, on parle de quand même plusieurs millions de dollars. Mais Pour quelqu'un qui possède 33 millions de dollars. Voilà. Exactement. Et donc là, il s'est lancé. Donc c'est le début de l'aventure SpaceX, puisque Sur YouTube, comment fabriquer une fusée. Voilà. C'est ça que peu de choses j'imagine. près. Tu vois. Alors, c'est un truc qu'Elon Musk sait faire, c'est qu'il sait bien s'entourer. Il a recruté une dizaine de gars qui étaient dans le milieu, qui étaient des spécialistes des moteurs, etc., et qui ont été à la base de SpaceX. Et là, vous voyez cette magnifique photo. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les premiers locaux de SpaceX, et c'est la fête où il avait. Avec Los Lobos qui chante la bamba. Ça, c'est la base de l'équipe de SpaceX dans leur magnifique bureau. Et il avait quand même engagé 4 mariachis pour faire Voilà. un peu mettre de l'ambiance. Et tu vois Elon Musk avec ses maracas sur le côté. Les bureaux C'est sont culte. intégralement vides et t'as 3 mariachis au bout. Quoi. Ouais, tu sens que les mecs comprends pas, étaient, C'est cringe à ce c'est la mort. C'est pour ça un peu. C'était installer des bureaux ou payer les mariachis. donc. Voilà, c'est ça. exactement. Mariachi, c'est quelque Il a chose. fait ses C'est choix. sympa, Ah tu ouais, vois, ça porte met bonheur. ça met l'ambiance. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'en 2002, au moment où il va un peu avant qu'il crée SpaceX, il avait toujours un problème de budget parce que même s'il avait ses 30 millions, c'était pas assez. Et là, il se passe ce qui en fait a déclenché tout, c'est que PayPal est rentré en bourse et il a reçu 180 millions de dollars en fait avec ses actions, qui a permis de démarrer. Et pour le coup, on peut reprocher beaucoup de choses à Elon Musk. Rappelons que c'est comme un sociopathe d'un niveau assez élevé, mais il hésite quand il lance des projets, il n'hésite pas à foutre sa thune dedans, effectivement. Et c'est ce qu'il a fait puisque il a créé donc SpaceX le 6 mai 2002. Bon, vous avez vu la fête. Et il a mis en place son programme qui était en fait dépenser le moins possible, travailler, tout fabriquer de A à Z. C'est-à-dire que si tu peux fabriquer un truc, ne passe pas par un prestataire extérieur qui va te... Donc il a commencé à fabriquer ses propres moteurs, les moteurs Merlin, et la coque de la fusée, etc. Absolument tout.
Voilà. Et donc, on en arrive à 2005, quand, après déjà 2 ans de retard, ils ont commencé par tester les moteurs, mais il faut lancer la fusée. Et là, quand tu veux lancer une fusée, tu ne peux pas le faire de n'importe où, Ça va être un peu Faut un compliqué, pas de ouais. tir. n'est-ce pas? Pas dans le Yes. jardin, quoi. Il faut un pas de tir. Alors, Pas de l'armée tir près de américaine, l'équateur. voilà, Direction. Voilà. l'armée américaine était prête éventuellement à leur prêter un pas de tir, mais ça a traîné parce qu'il y avait un satellite, ils n'avaient pas envie qu'ils foutent le feu à leur base. Et finalement, si tu veux, Elon Musk fait ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'il fait « Oh, mais j'ai une idée géniale ». Il va dans les îles Marshall, et là, à 9000 km de distance, puisque rappelons que leur usine de fabrication était à côté de Los Angeles, eh bien, il va récupérer une ancienne base de tir de missiles, et il va envoyer une partie de son équipe là-bas qui a passé 3 ans, qui a priori était très proche de l'enfer, puisqu'ils étaient sur une île au milieu de nulle part, à 9000 km de Los Angeles, où littéralement tu étais ravitaillé par les corbeaux. Alors, vous Les imaginez. gars, un ils peu- n'avaient pas signé pour ça à la base. Ouais, quoi, non, clairement, pas hein. dû signer. Probablement pas. Il y a eu quelques crises de nerfs, a priori, sur cette histoire-là. Donc, en gros, il se retrouve avec des fusées qu'il fabriquait à Los Angeles et qu'il envoie après sur 9000 km pour aller aux îles Marshall, si tu veux. Ça a duré un peu longtemps, et là après on arrive aux premiers essais. Donc 24 mars 2006, vous allez peut-être voir la vidéo, l'échec du premier lancement. Donc c'était la fusée Falcon 1 alors, faut voir un truc avec Elon Musk, c'est que c'est quelqu'un qui est très optimiste, hein. C'est-à-dire que dans cette fusée-là, c'était son premier lancement, il y avait quand même un satellite militaire. C'est-à-dire que les militaires américains avaient payé pour foutre un satellite Ah dedans. ouais. Au bout de 30 secondes, ils se sont rendus compte de leur erreur, puisque ça a explosé 30 secondes après le lancement, mais quand même, ça s'est lancé. Il y a eu après ça 3 autres tentatives. Mars 2017, deuxième lancement, ça a échoué aussi, puisque la poussée est insuffisante. 2008, troisième lancement, également un échec. Le premier étage, en fait, a bien été lancé, mais par contre, il y a eu un problème avec le deuxième étage, puisque ça s'est bien détaché. Par contre, le premier étage a continué à pousser et est rentré dans le premier étage. Je suis un enfant, moi j'attends que la vidéo elle explose là. Alors, tu vas voir, ça va pas être dans très loin. Voilà, tu vois. Ah. Petite Ah, fuite. là, ça commence Voilà. mal. Là. Voilà, Alors, là. Pour la petite histoire, sur ce premier vol, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un boulon qui était oxydé parce qu'ils n'avaient pas prévu un truc. C'est que c'était pas vraiment le même temps entre les C'est îles l'humidité. Marshall. Voilà, Ah bah oui. exactement. Une pensée pour le caméraman quand même. Et finalement, le quatrième Qui est lancement con. sera le bon. Et heureusement, parce qu'en réalité, au moment du quatrième lancement, il avait déjà emprunté 20 millions de dollars à son ancien associé chez PayPal, et SpaceX était au bord de la faillite. Donc en fait, ils étaient littéralement, si ce lancement réussissait pas, c'était terminé. Et personne n'y croyait, hein, d'ailleurs. Mais il a réussi ce quatrième lancement, effectivement. Et là, ils ont ce qui va débloquer tout SpaceX, à savoir un financement de la NASA qui cherchait un partenaire pour envoyer ravitailler l'ISS, la Station spatiale internationale. Et ils ont financé 1,6 milliard qu'ils ont donné en plusieurs étapes à SpaceX pour ravitailler la station spatiale, développer leur moteur, etc. Donc en fait, c'est ça. Et au final, c'est vrai que SpaceX dépend aussi beaucoup de ça. Elon Musk a foutu toute cette thune dedans, mais en réalité, à partir d'une certaine étape, la NASA a financé énormément, puisque aujourd'hui, c'est le seul lanceur, la Falcon 9 aujourd'hui, qui peut ravitailler l'ISS et amener des astronautes à bord de l'ISS. Après, de 2010 à 2020, on va aller plus rapidement, c'est la décennie du Falcon 9, en fait, donc l'étape suivante. Et là, on a des choses assez importantes. C'est une fusée plus puissante, donc qui va permettre de mettre en orbite pas les 500 kilos qu'il y avait sur la Falcon 1, mais beaucoup plus. Et surtout, tu as ce qui est aujourd'hui, ce qui fait le truc de SpaceX, c'est que la fusée est réutilisable. Ah, oui, C'est leur plus alors, grande ça, marque c'est de très fabrique, impressionnant. ouais. C'est ça. Ce que Très impressionnant. tous les spécialistes du truc disaient, c'est impossible, ça marchera jamais. Et en réalité, ils ont fait de nombreux essais. Ils ont fini par réussir à récupérer après l'envoi, donc le premier étage, celui qui va propulser. Non, d'ailleurs, c'est le second étage, je ne me rappelle plus. Donc le booster, en tout cas, qui va propulser la fusée et qui va réatterrir sur Terre, qui va pouvoir être réutilisé très vite. Aujourd'hui, on en est à un tel point que certains des boosters qui sont utilisés pour envoyer des satellites dans l'espace ont été utilisés 9-10 fois. Donc Ça, leur c'est corps, ça incroyable. doit être 12-13 fois. Et évidemment, c'est une économie absolument monstrueuse, parce que ce qui est souvent fait comme analogie, c'est de dire, c'est comme si à chaque fois qu'on prenait l'avion, on jetait l'avion, on en reconstruisait un nouveau. Là, avec la réutilisation des boosters, en réalité, tu arrives dans un truc, les vols sont beaucoup, beaucoup moins chers. Et c'est le problème qu'on avait avec la navette spatiale. La navette spatiale, au début, était faite pour justement pouvoir très vite enchaîner, etc. Sauf qu'en réalité, ça coûtait une fortune, parce qu'entre chaque vol, il fallait changer des tuiles, etc. Et ça coûtait des milliards. C'est comme ça que je crois qu'au fil du temps, ils sont devenus très financés justement par les États-Unis grâce à ce programme-là, et au détriment, je pense, de la NASA, du coup, pour le coup. Tout à fait, justement. parce qu'ils ont des coûts qui sont 10 fois moins chers que ceux de Boeing, par exemple, qui, quand ils lancent une fusée, ça coûte 1 milliard. Là, par exemple, la SLS, je crois qu'elle est à 2 milliards, un truc comme ça. Aujourd'hui, quand SpaceX lance une fusée, alors, ce n'est pas les mêmes, c'est plus petit, mais ça coûte quelques dizaines de millions d'euros, c'est que dalle. Un peu les Redmi du Voilà, exactement. J'allais C'est dire la c'est le concurrence Xiaomi dans de l'entrée de l'espace. gamme, quoi, mais... Tout à fait. Et
Alors un petit truc quand même, et ça vous allez voir la vidéo, moi je l'ai vu en direct, je pense que beaucoup de monde l'a vu en direct, c'est le lancement de Falcon Heavy, à savoir la version de la Falcon 9 avec les 2 boosters, quand il a envoyé sa fameuse voiture dans l'espace, puisque... Ça, c'était une vision, mais incroyable. Les gens étaient là, c'était Noël, quoi. Je veux dire, c'est un film de science-fiction. C'est-à-dire que moi, nous tous, on n'a pas connu l'homme qui conquête de l'espace, la conquête de l'espace, l'homme qui marchait sur la Lune, et effectivement, en voyant ça, c'était une image absolument incroyable. Et c'est un coup de com' absolument incroyable, puisque c'est une Tesla, évidemment, et il a joué aussi là-dessus. Mais le truc était incroyable. Déjà, envoyer une charge comme ça dans l'espace, récupérer les 2 boosters. Je crois que l'étage principal, par contre, c'était craché en mer. Mais par contre, et cette image de la Tesla de Elon Musk, donc, en orbite, et finalement qui est partie, je ne sais plus, dans l'espace, elle est en train de faire le tour du système solaire actuellement. Et cette image donc des 2 boosters qui réatterrissent. Et je ne sais pas si vous l'avez vu en direct ou pas. Moi, je l'ai vu en direct. C'était incroyable. Non, mais, à la limite, je vais dire un truc. Moi, je regardais les commentaires, les gens qui croyaient que c'était truqué, que c'était passé à l'envers, c'est-à-dire que c'était les décollages. Les gens n'ont pas cru que ça atterrissait. Comme l'alunissage, les gens y croient pas. Ouais, mais c'est passé à l'envers, votre truc. C'était incroyable. C'était incroyable, ouais. Et donc, après 2020, on a 2 choses qui sont super importantes. C'est le retour des vols d'habilité vers l'ISS. Et surtout, depuis la fin de la navette spatiale, les USA ne pouvaient plus envoyer directement d'astronautes dans l'espace. Désormais, c'est fait grâce à SpaceX. Et c'est les seuls actuellement qui peuvent envoyer, grâce à la capsule Dragon, des astronautes vers l'ISS. Et puis ensuite, on en est là où on en est aujourd'hui, à savoir 2020, c'est le lanceur lourd, donc Starship, dont on a vu le premier vol tout à l'heure. Et pour ça, à Boca Chica, au Texas, puisqu'ils ont trouvé depuis... au début, ils avaient acheté un terrain pour les Falcon 1, en fait, et 9, pour pouvoir... vous voyez ici... donc une superbe réserve naturelle avec plein d'espèces protégées qui aujourd'hui sont des brochettes probablement, rappelons-le, puisque 30 moteurs, ça a dû faire quelques petits dégâts. Et ils ont donc construit une base spatiale intégrale avec d'un côté l'unité de production qui est 1,6 km du pas de lancement, et de l'autre tout ce que vous pouvez voir ici. Et c'est assez incroyable. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses. Elon Musk peut reprocher aussi beaucoup de choses à SpaceX, parce qu'ils ont tendance aussi souvent à exagérer sur ce qu'ils sont capables de faire, souvent avec des timelines qui sont absolument irréalistes. Par exemple, il avait promis qu'on irait sur Mars en 2024. C'est peu probable qu'on y arrive. Mais en fait, on est face à une entreprise privée, donc ils sont libres de faire de la com, contrairement à un NASA ou un truc comme ça, en fait. Donc surtout, ils ont un système, et c'est cette façon de travailler qui est de dire, on va tester là ce qu'ils font aujourd'hui sur la base de Boca Chica, à savoir, ils ont construit déjà 9, 10, 15 prototypes, et ils tentent de lancer. Si ça se casse la gueule, c'est pas grave, ils nettoient, ils recommencent. Tout à l'heure, ça m'a surpris, tu vois, je vais te couper, mais bon, il s'est élevé, bon... La base n'a pas cramé, donc c'est bon signe. La fusée s'élève, 3-4 minutes, elle explose, mais ils ne sont pas parfaitement déçus. Ils savent qu'elle est déjà allée jusque-là, et puis ils applaudissent, ils sont comme ça, ils ne sont même pas en larmes. Bon, il y a Musk qui faisait un peu la gueule sur le final aussi, il était un petit peu en train de compter ses abattis, mais c'est surprenant. Il y a un Twitter qui vient d'exploser en vol. Ouais, c'est ça. En même temps, il n'y avait pas d'être humain à bord, mais quand même, l'idée, c'est qu'ils sont même contents qu'elle ait fait les 3-4 minutes. C'était l'objectif. Littéralement, l'objectif, c'était de ne pas exploser le pas de tir. Ouais, et en fait, là, ils ont récupéré plein de données qui vont être très intéressantes. Ils ont déjà des nouveaux Starship, des nouveaux boosters qui sont prêts de toute façon, qui sont probablement lancés d'ici 3 semaines, 4 semaines. On va peut-être voir la vidéo du Starship qui avait été envoyé à une centaine de kilomètres d'altitude, je crois, qui n'était pas rentré dans l'espace donc, et qui avait réatterri après. Et en fait, il y a eu des dizaines de tests, il y a eu 5-6 explosions, etc. Mais en réalité, tout ça, ça fait partie de ce processus qui est un peu comme dans la programmation, à savoir tu testes ton programme, ça marche pas, il y a un bug, tu le corriges, etc. Et eux, ils le font pour très peu cher au final, puisqu'ils fabriquent tout eux-mêmes, et c'est assez incroyable de dire que ces fusées Starship, elles sont fabriquées en acier sur la base directement. Au début, c'était des mecs qui soudaient le premier prototype. Je ne sais pas si vous l'avez vu lors de la présentation de SpaceX en 2019-18. C'était littéralement un jouet qui avait été construit. Il n'y avait aucune chance que ça vole. Et même quand tu voyais le truc, tu te disais, mais c'est n'importe quoi. Et au final, aujourd'hui, on en arrive là. Et c'est très possible que d'ici la fin de l'année, on ait des vols, alors pas habités, on en est très loin quand même, mais en tout cas, on ait des vols qui soient utiles avec des envois de satellites, etc. Et une fusée qui marche. Et ça, déjà, c'est assez incroyable.
Et je pense qu'on va voir des choses assez incroyables dans les années qui viennent. Pour aller dans ton sens, on a comparé un peu SpaceX avec la NASA, mais il y a aussi eu d'autres concurrents privés. Et pour le coup, ils ont réussi à faire des choses que les autres n'ont pas fait, Oui, notamment tout à fait. Blue Origin de Jeff Bezos. C'est ça, il me semble, c'est celui de Jeff. Oui, après Blue Euh, Origin était vachement lié quand même à Jeff Bezos et au tourisme dans l'espace. Quoi. Oui, mais du coup, en tout cas, voilà, SpaceX Oui. a réussi à se démarquer, même d'autres sociétés privées qui ont aussi des budgets assez incroyables. NASA, c'est un peu un mammouth. C'est le problème, c'est que c'est une administration très très lourde avec des processus très complexes. C'est public, tout bêtement, hein. Regardez For All Mankind sur Apple TV+. Excellent, Qui est ouais. d'une Mais excellente c'est qualité. exceptionnel cette série. Ouais. Voilà. C'est Je une le conseille dystopie. vraiment. For All Mankind. Ouais. C'est de A à Z, c'est masterpiece. Tous les épisodes. C'est absolument génial. Regardez, d'ailleurs, je crois qu'il y a une nouvelle saison qui sort bientôt. Enfin, Oui. En tout cas, on va voir des choses fantastiques. Merci. Voilà. Et moi, je suis un gamin devant tout ça et moi j'adore aussi. regarder. Et j'espère qu'un jour, on va voir déjà, normalement, dans 2 ans, l'homme est de retour sur la Lune avec la NASA et en partenariat avec SpaceX. Moi, a je me priori. porte volontaire, mais déjà, je suis trop vieux, ils veulent pas. et tout. Ouais. Non, mais j'ai toujours rêvé quand j'étais gamin. Moi, je regardais les cieux, je disais c'est là-bas que j'aimerais aller. J'ai vu 15 000 fois des tas de trucs. Voilà, Space Cowboy, je vois les vieux meurent là-haut et tout. Moi, je veux y aller. Donc voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que sur un dernier truc sur le Starship, en fait, tu as un programme, alors, parce qu'il faut dénoncer un peu le côté bullshit du truc, le programme Earth to Earth, où le SpaceX est censé décoller, par exemple, au large de New York et atterrir au Japon en 15 minutes, je crois, un truc comme ça. Mhm. Si vous aimez les montagnes russes, préparez-vous, ce truc n'arrivera jamais. Ouais, le sac à parce que- vomi en même temps. C'est marrant. non, mais c'est magnifique. la poussée que tu te prends, plus le belly flop du Starship avant d'atterrir et tout. Je connais personne qui, pour économiser 9 heures de vol, va se faire ça. Honnêtement, Pas moi. voilà. Allez voir C'est- la vidéo sur YouTube. ça C'était m'intéresse. passionnant. Eh ben, Vraiment, tant mieux. merci beaucoup. Encore une belle chronique J'ai- bien menée. Merci, monsieur Mais Captain. de rien, c'est un En plaisir. plus, Et c'est see you, d'actualité Space aujourd'hui. Cowboy. Hein. Donc, ce qui est d'actualité, c'est également c'est de parler de notre décryptage, notre super séquence de décryptage au moment où vous ne comprenez pas un mot et vous dites qu'est-ce qu'ils disent. Et ben, on va le savoir dans quelques instants avec monsieur Otaxu et ce super jingle. J'ai 15 ans de diction. Allez, hop, on y va. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est un mystère, mais pas pour tout le monde. C'est pas un mystère de l'Ouest. C'est un mot qu'on entend beaucoup quand on parle de gaming, entre autres de cartes et de choses comme ça. DLSS. DLSS. Alors, sachant que, vu que c'est un petit peu le même principe chez les autres, on va non seulement parler de DLSS, mais aussi de FSR et de XS. J'ai pas voulu Mais le dire. je vais me concentrer sur DLSS avant de vous parler d'un petit peu tout. Alors le DLSS, ça vient du terme anglais Deep Learning Super Sampling. Nvidia a entraîné une intelligence artificielle qui va prendre l'image de votre jeu vidéo dans une définition inférieure à celle native et va ensuite recréer l'image dans la définition voulue. Pour faire plus simple encore, vous êtes sur un écran 4K, votre jeu est rendu en 1080p, l'intelligence artificielle vient rajouter les pixels manquants pour former l'image en 4K. Sur les téléviseurs, on appelle ça plus communément l'upscaling ou la mise à l'échelle, mais vous vous doutez qu'une image interactive est un petit peu plus complexe à gérer. La version 3 du DLSS rajoute une autre technologie à celle-ci, le Frame Generation ou la création de trames. Cette nouvelle technologie s'ajoute donc au DLSS classique et va créer une nouvelle image entre chaque image rendue par votre PC pour en améliorer la fluidité de l'affichage. Pour la créer, il se base sur les pixels d'une image rendue par votre PC. Il se base sur les pixels d'image rendue pour créer une nouvelle image cohérente dans le contexte par interpolation. On va comparer les deux. Résultat, un jeu qui tournait à 60 fps voit son nombre d'images doubler pour atteindre les 120 fps. Là encore, la technologie existe sur les téléviseurs, va généralement s'appeler le motion smoothness, sauf qu'encore une fois, c'est plus difficile à mettre en place sur un jeu vidéo. Donc ça, c'est le concept de base du DLSS. Chez AMD, l'idée, elle existe aussi. Nous avons le FSR ou Fidelity FX Super Résolution qui fait la même chose que le DLSS 2 sans le Frame Generation, la création de trames. Mais avec la version 3 du FSR, nous aurons également un équivalent de la création de trames, mais celle-ci n'est pas encore disponible. Chez Intel, l'équivalent s'appelle XS pour XE Super Sampling, mais la technologie est limitée à l'upscaling pour le moment. L'intérêt de toutes ces technologies, c'est surtout de pouvoir débloquer des performances supplémentaires en assistant les performances brutes d'une machine par le biais d'une aide logicielle. C'est fondamentalement une astuce qui devient toujours plus populaire aujourd'hui pour tenir la cadence, non seulement dans l'intégration de la 4K, qui est quand même 4 fois la 1080p, mais aussi du ray tracing sans avoir à créer des produits monstrueux. C'est dingue parce qu'en fin de compte, on a commencé avec le DLSS, t'es arrivé sur d'autres trucs pour montrer en même temps les concurrents, c'est bien. Mais est-ce que de tous les systèmes dont tu as parlé, il y en a un qui se détache? Donc c'est le DLSS, c'est le meilleur? Moi, je pose la question. Alors, moi, je suis là pour poser des questions. Question piège. It is my job. Aujourd'hui, il Vas-y, est de envoie, fais-toi des notoriété copains. publique
Préparez vos que commentaires. le DLSS est la meilleure solution, tout Merci, simplement jingle. parce que c'est. Mais tout simplement parce que c'est la version première. la plus, C'est la plus première. ancienne, donc ils ont pu bien Les travailler les choses. partenariats et tout. Après, il y a effectivement un débat qui est de dire que fondamentalement, le DLSS, le FSR, le XS, c'est un peu triché. Mais c'est un débat qu'on reprendra sur youtube.com/otaksu à partir de demain. Nouvelle vidéo. On m'a dit que j'avais le droit d'en faire la Mais pub, bien donc j'en sûr que tu as profite. le droit. Écoute, on a des gens de tout horizon Mais oui. ici qui ont le droit Après, de on s'exprimer. attend, en vrai, on attend beaucoup le FSR 3.0 parce que l'avantage du FSR par rapport au DLSS, c'est que c'est open source. Merci Otaksu. il y a Alors le XS qui maintenant, existe. voici un petit tunnel de 15 minutes avec 2 tests. Voici donc nos tests. Et nos tests, c'est bien. Quand ils sont bien, on envoie un joli jingle qui est bien. Allez, go, la régie. Cassim, on va commencer par toi et un smartphone dont on parle beaucoup cette semaine. Oui, c'est le Honor Magic 5 Pro. Et oui, Honor existe toujours, Honor va très bien et Honor lance un fleuron qui nous a plutôt convaincus chez Frandroid. Alors du coup, cette fois, c'est pas Titouan, c'est Omar qui a fait le test. Puisque Titouan était en Chine justement, donc il n'avait pas Oui. l'occasion de pouvoir faire les deux en même temps. Donc Coucou, Omar. Omar a fait le. Il n'a pas fait d'effort. Hein. Je le dirai, bien sûr. Le droit de vanner, il me bat sur Smash. Mais je sais, mais Voilà, il n'a chacun pas- son. Il te bat pas de couture. Omar je veux bat tout le monde. dire. Donc Omar, oui, a testé le Honor Magic 5 Pro. Il a été plutôt convaincu. C'est un smartphone. Alors déjà, disons-le comme tout à l'heure, que c'est un smartphone très premium, autour de 1100 euros comme prix. Donc c'est vraiment, on est au-dessus des 1000 euros encore une fois, mais on est un cran en dessous quand même des iPhone et des Galaxy S23 Ultra. Donc on joue un petit peu quand même la carte du prix, même si on est sur un tarif très élevé. Honor, quoi. Comme Honor sait le faire justement. Et finalement, Honor, ça va être un peu le seul bémol, j'ai l'impression, de ce téléphone, puisque globalement, il nous a très convaincus. Il a un excellent écran, il a une autonomie record, il a une très bonne charge très rapide, donc en plus de l'autonomie record, donc c'est-à-dire qu'en quelques minutes, tu récupères des heures d'autonomie. Il est excellent en photo, vraiment, les performances sont au top. Sur le téléphone en lui-même, il n'y a finalement pas grand-chose à redire, si ce n'est que peut-être sur les années de mise à jour d'Android, ils promettent un peu moins que ce que fait Samsung, parce que Samsung est en avance sur les autres. C'est une plus petite équipe C'est, aussi. C'est 4 Samsung, je crois. C'est 4 Samsung et là c'est 3. 300. Je peux te retrouver l'information. Je crois que c'est précise 4 pour dessus. Samsung, non, tous les cas. Mais il me semble que pense. c'est 3 pour Honor. D'accord. L'info, c'est 50 mises à jour de sécurité et c'est 3 mises à jour C'est majeures. 3, voilà. c'est 3. Et du coup, Samsung a un cran d'avance là-dessus. Mm. Mais sinon, c'est un peu le seul bémol, c'est finalement quelle confiance on porte en Honor et en la marque quand on met plus de 1000 euros dans un téléphone. Non pas qu'il y ait des raisons de ne pas croire au Honor, c'est juste que quand tu investis plus de 1000 euros dans un téléphone, tu as envie d'être dans une marque qui a fait ses preuves. Et souvent, j'imagine que tu peux avoir plus facilement confiance dans Samsung ou dans Apple que dans un entrant qui est peut-être plus récent, surtout que Honor, rappelons-le, est aujourd'hui séparé de Huawei, mais j'imagine que le nom peut Il est encore... parti, revenu en plus, c'est qu'à un moment donné, ils n'existaient, entre guillemets, ils avaient quitté le marché européen, Honor, ils sont revenus en force avec des flagships, mais il y a d'autres modèles, c'est-à-dire qu'à chaque fois, malgré tout, les marques montrent le flagship, qu'ils agitent comme ça, on a nos flagships, il faut quelquefois oublier qu'ils ont d'autres modèles. Donc le truc, c'est que là, le produit, moi je l'ai eu entre les mains, on en parle tout à l'heure sur le récap, c'est vrai que c'est un produit qui est assez étonnant. En plus, il y a plein de fonctions de montage, des ralentis, des tas de trucs pour filmer, il y a des tas de trucs dessus. Mais encore une fois, le problème, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas le smartphone, et on avait parlé tout à l'heure, il faudrait mettre le replay début de l'émission par rapport à Xiaomi, c'est l'idée de se dire, est-ce qu'avec certaines marques, c'est pas méchant, hein, on a envie de dépasser les 1000, 1100 euros, ou quand on commence à mettre cette somme-là, on se dit, bon ok, Samsung, Apple, quoi. C'est tout le problème, il est là, c'est le nerf de guerre. Alors que c'est complètement subjectif, hein, puisque objectivement, quand on regarde le téléphone, quand on regarde les caractéristiques du téléphone, il fait ce qu'on lui demande à ce prix-là. Il est même tout à très fait. convaincant. Après, on parle de Honor comme si ils étaient tout jeunes d'hier, mais pas du tout. Hein. Il y a quand même des marques plus récentes Oui. sur le marché aujourd'hui. Je pense qu'Honor, même s'ils ont subi effectivement tout l'aspect Huawei, tout Huawei, machin, etc. truc, ouais. Rappelons qu'il y a les applications Google, il y a tout est, Voilà. Tout est à bord. C'est que tout est à bord, là, il n'y a pas de sujet. Quoi. s'ils ont disparu pendant un petit temps, c'est pas de leur faute. Et fondamentalement, je pense qu'ils ont gardé les mêmes types d'ingénieurs, le même Bien suivi. Même le design, ça fait ouais, très même le Huawei design, quand tu regardes clairement. le design. Est-ce qu'on peut reparler un petit peu de la collaboration avec la photo? C'est Zeiss avec eux ou non, c'est Tu vas me poser une colle. non, C'est, la mais collaboration je crois que- photo avec eux, j'ai pas les notes parce que Et c'est je sur crois l'émission qu'ils n'ont suivante. plus de collaboration photo. Si, il n'y a pas une collaboration photo avec eux du tout. Ils sont pas associés à quelqu'un. Parce qu'il Je Huawei sais pas. était associé à Leica. Leica, mais eux Mais ils sont justement, ils sont séparés à D'accord. cause J'ai rien dit. des problématiques. Ouais, tout est. Il a Et je rien crois dit, que le Honor, garçon. je ne sais plus. Non, mais tu me mets le doute. Regarde pas- le titre. on nous-
On nous demande l'interface, c'est macOS, il me semble, non? C'est Android avec macOS et justement ça fait partie des, pour le coup, effectivement, j'en ai pas Des parlé, trucs mais pourris, ça ouais, fait comme parler. Oui, voilà. L'interface est perfectible, dirons-nous. C'est pas forcément le meilleur point du produit. Il y a l'absence de protection Gorilla Glass. Il n'y a pas de Wi-Fi 6E et sur l'ultra grand angle, il fait peut-être un peu moins bien que la concurrence. Voilà. Faut justifier de baisser un petit peu le prix. Mais il coûte, voilà. effectivement, si on le compare à un Galaxy S23 Ultra, par exemple, il coûte 200-300 euros de moins. Donc, Il commence à 1400, hein, officiellement, Oui. le S23 Ultra, jusqu'à Là, on est à 1849. et puis on connaît Honor, on imagine que le prix, au fur et à mesure des mois, va peut-être justement Et faire Samsung aussi. Se baisser, prendre une grosse comme claque, quoi. Samsung, mais voilà, et on va avoir des offres de remboursement, ce genre de choses. Donc on a quand même un téléphone qui est vraiment, nous on a mis 9 sur 10 sur Android, donc Quand même. donc, Pas le temps de regarder donc le test, vraiment, mais- vraiment très convaincant. Enfin, on met cette note assez rarement maintenant. Bah, c'est pour ça. Donc vous pouvez évidemment lire le test complet de Omar. Il y a une sur vidéo Android aussi d'Omar, et de une Frandroid. vidéo qui explique tout, qui sera beaucoup plus complet que moi, je pense, sur le produit, et qui aura beaucoup moins de doutes aussi sur le produit. Non, c'est peut-être moi qui ai commis une erreur hein, sur la partie photo. Je sais plus s'il y a une collaboration ou pas, mais dans tout cas, ils sont. Parce que moi, j'ai fait la conférence de presse, c'était peut-être pas là, je sais plus où tu étais. Non, T'étais pas là. Moi, j'ai fait la conférence de presse à Barcelone. C'est vrai qu'ils ont fait une conférence de presse qui était vraiment très sûre d'elle. C'est-à-dire que les gens qui étaient là sur scène, comme tous les intervenants, ils présentaient un produit, c'était extrêmement sûr d'eux. Il n'y a pas eu des moments d'hésitation, ils montraient les trucs, les caractéristiques. C'était très carré. On sentait que la conférence de presse, c'était pour dire OK, vous croyez que nous, mais nous, on a ça. Il n'y avait pas de commentaires autour. Bien sûr, ils ont passé leur temps à comparer les produits avec le S23 Ultra et l'iPhone, ils en ont fait mieux, mais ça, la plupart des Chinois le font. Mais ils étaient extrêmement sûrs d'eux, du produit, sûrs de leur création. et je pense qu'ils ont des raisons de l'être pour le coup, justement, même si je peux pas du coup parler de la collaboration sur la photo, en tout cas, C'est ma faute. le module photo, il est ultra convaincant. Oui, complètement. Ultra haut niveau. Ouais, ouais. Enfin, du coup, il n'y a pas de sujet. Ils ont raison d'être plutôt confiants dans leurs produits. Et pour le coup, effectivement, on a l'impression que c'est un retour en force de Honor sur le marché, de dire on est là, on peut peser, on est capable de concurrencer les grands et voilà. Ce qu'a fait Xiaomi cette semaine avec le S20, c'est l'Ultra. Le 13 Ultra, ouais. Le 13 Ultra en disant on fait du haut de gamme parce qu'on est capable de le faire, on vous le montre. Mm. Voilà, donc le test sur Frandroid et en vidéo avec Omar. Ouais. C'est cool. Dans tous les cas, on va se tourner maintenant vers quelqu'un qui a un Samsung à me proposer, monsieur Oui, Taxou. avant tout ça, je vais me permettre Merci, un tout petit Cassim. teaser parce qu'on parlait de Frandroid. J'aurais bien aimé vous présenter un autre ordinateur qui est sous NDA. Le NDA tombe à 18h30, le test ce sera sur Frandroid. Donc je vous fais un Quelle petit clin famille, vous vous rendez d'œil pas sur compte. ça. Par contre, effectivement, j'ai entre les mimines le Galaxy Book 3 Pro 360 degrés, c'est-à-dire ça va péter, non, ça Oh, pète pas, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est fou ce qui se passe avec ces nouvelles technologies. On Il est est sur très un beau, ordinateur 16 pouces qui est effectivement Très frais, très beau. magnifique. Alors pour la finesse, je vais ressortir un petit peu les notes. On est à 1,28 cm quand il est fermé et son poids on est à 1,66 kg pour un format 16 pouces qui se veut quand même assez puissant. C'est du très très bon, hein. Évidemment, on connaît les LG Gram et les petits modèles qui ne sont pas forcément pro, qui réussissent à être un petit peu plus légers, mais on n'a pas la même config derrière, puisqu'ici nous avons, alors déjà 16 pouces, je l'ai dit, c'est un écran AMOLED. Évidemment, qui dit Samsung dit AMOLED de 1800p, qui supporte un taux de rafraîchissement 120 Hz. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il possède le Core i7 13060p. C'est un SoC qui est 12 cœurs, c'est la gamme juste au-dessus des U, donc en fait des trucs qu'on trouve dans les petits ultrabooks habituels qui sont censés être un petit peu plus performants. 16 Go de RAM DDR5, 512 Go de stockage. Ce que j'aime bien, c'est la connectique aussi, qui est plutôt bien travaillée. On a 2 ports Thunderbolt 4 ici, un HDMI 2 ici, un USB-A 3.2 ici, avec un petit port micro SD et un combo jack. C'est plutôt du propre. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, au niveau de l'écran, Samsung promet une belle couverture de l'espace DCI-P3, donc l'espace de couleur le plus étendu à l'heure actuelle utilisé sur le web. On se retrouve avec une couverture de 106,5% de cet espace-là. C'est excellent. Qui est plutôt bon, effectivement. Sauf que c'est en volume, hein, pas en étendu. Attention, en étendu, on est plutôt à 98,8%. C'est dommage, mais c'est pas grave. Température moyenne de couleur, elle est très bien. On cherche 6500, on a 6208, avec un delta I moyen, enfin I2000 moyen mesuré à 2,03, ce qui est aussi En dessous des très 3. bon, tant que c'est en dessous des 3. Et en plus, surtout, un écart maximal mesuré. Donc la pire couleur était à 4,14.
Tu fais Donc tellement vraiment- pire, moi en télé, je suis monté à 8 avec un téléviseur. Ouais, voilà. Bon, après, ça se bataille de ouf sur le. Faut voir un truc, par contre, là-dessus, c'est que ça se bataille vraiment de ouf sur la qualité des écrans. Et pour le coup, c'est pas forcément l'écran le mieux calibré que j'ai eu sur 2022, 2023, mais c'est quand même du très propre. On a 10 heures d'autonomie en moyenne sur une utilisation bureautique assez classique, un petit peu de YouTube, les trucs comme ça. C'est plutôt bon. Là où j'ai un petit bémol et non pas un fa mineur, c'est que quand j'ai fait les tests du système on chip, je savais que tu allais l'apprécier celle-ci, je retrouve des scores de 9507 en multicœur et 1734 en single cœur. Pour cette puce, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas ouf. Oui, mais il faut comparer à quoi? Alors, Parce que justement, sinon on comprend rien. j'y arrive, monsieur ne Otax. t'inquiète pas mon pépé, je l'ai C'est prévu aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que ces scores que je viens de vous dire, donc aux alentours des 9000, 1700, c'est en fait des scores justement des petites puces d'Ultrabook qu'on retrouve normalement qui sont censées être moins puissantes. Sauf que voilà, ça c'est le score quand ce genre de petites puces sont intégrées et ne sont jamais limitées. Aujourd'hui sur le marché, elles sont toujours limitées parce qu'on est dans un format ultra fin. Donc, la chauffe fait que les performances doivent se limiter d'elles-mêmes sur un usage longue durée. Donc finalement, on est un petit peu dans le carcan attendu. C'est un peu dommage, je trouve, qu'on ne soit plus sur un marché où on a les vraies capacités des puces quand on achète un ordinateur. Mais là où j'avais du mal avec le Book 3 Ultra que je vous avais testé, où je trouvais que ce n'était pas la bonne solution, pas le bon compromis. Ça, on l'a compris. Hein. Voilà, Tu l'as pas raté celui-là. Hein. Ouais, et puis Samsung était vraiment pas content. Mais attends, mais tu es un journaliste, tu t'exprimes, Otaxio. Moi, Tu donnes les arguments. Je dis ce que j'ai à dire en essayant d'être je vois dans la qu'on demande critique si c'est un- constructive. Oui, on AZERTY demande. ou QWERTY, c'est un C'est un AZERTY. AZERTY, évidemment. les Alors loulous. oui, il y a un truc que je veux vous montrer maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ça. Donc en termes de puissance, en termes d'autonomie, un poil déçu, mais ça se comprend par rapport au format et surtout la finition est excellente. Et on peut voir justement ce petit clavier là, si tu peux le montrer, non seulement clavier mais pavé numérique. Le pavé numérique, c'est un stromon, il prend la moitié du corps du truc. C'est un peu n'importe quoi, mais du même temps, c'est hyper confortable, hein, pavé tactile. Ouais, clairement, ça fait ça. Des fois, quand tu tapes, t'appuies pas dessus par erreur. Non, pour le coup, moi, non, il y a bonne, tu sais, genre, le système qui bien placé. détecte, etc. Le clavier, je le trouve hyper confortable pour un format comme ça qui est aussi fin. Les touches ont un rebond, une certaine résistance qui est très très agréable. Exactement. Le pavé numérique, pour le coup, n'est pas très compressé comme il peut l'être sur beaucoup de références de la sorte. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet ordinateur est livré avec un S Pen. L'écran est tactile. Donc du coup, pour les créatifs, c'est un peu clé en main. Sachant que le tarif est à 2199 €. On est quand même sur la gamme Pro, donc l'idée qu'il faut travailler par-dessus, donc il y a un investissement évidemment. Mais voilà, je trouve ce produit, ma foi, très cohérent. Il m'a plutôt bien tapé dans l'œil. Il n'y a pas trop de reflets avec l'écran. J'ai l'impression que ça Alors, reflète beaucoup. moi, c'est une autre faiblesse que je lui trouve quand même, mais bon, c'est parce que écran tactile, on est à une luminosité maximale de 388 candela-mètres carrés. Là, c'est parce que l'écran est très bas, hein, que tu as l'impression que... Voilà. Ça, c'est parce que déjà, on est sur de l'OLED, mais aussi on est sur du tactile. Donc, du coup... En intérieur, c'est très bien. En extérieur, on va pas voir grand-chose, on va pas se mentir, parce que en extérieur, pour un écran glossy, il faut 500 candela-mètres carrés. Hein. Petite C'est question. du magnésium plastique, Magnésium. évidemment, on déconne pas à ce tarif-là. Non, vraiment, les finitions sont exceptionnelles. Ça se transporte plutôt bien, 1,6 kg. Donc, si vous êtes plus dans le côté full bureautique, mais grande diagonale, vaut mieux aller vers le LG Gram. Par contre, si vous voulez vraiment bosser sur du un petit peu plus léger, mais sur du taf graphique ou photo, c'est franchement super Très bien. élégant. Je trouve que le produit Très est élégant, léger. Il y a non, aucun- j'aime beaucoup. Il n'y a aucun endroit pour ranger le S Pen par contre. Non, il n'y a pas d'endroit pour ranger le S Pen. Il est gratuit, au moins ça. Mon test complet sera dispo sous peu sur jeuxvideo.com. Je bosse avec tout le monde, c'est n'importe quoi. Et ce garçon est incroyable, c'est une pieuvre tentaculaire, il va tous nous piquer nos jobs, quoi. Je veux dire, Monsieur Otaxou, un petit peu. C'est un petit peu aussi la fin de ce JDH. Ça a été un C'est plaisir insensé. En plus de l'actu chaude de tous les côtés, grâce à toi, grâce à
Cassim, grâce à voilà tout le monde, et puis un truc sur SpaceX en même temps. Donc, C'était si vous très propre, hein. atterrissez C'était incroyable. là maintenant au JDH, parce que vous voulez regarder le récap tout à l'heure avec des chauves et tout le tremblement, n'hésitez pas à regarder le replay, c'est important parce que nous, là on vient de faire 2 heures d'émission absolument passionnante grâce au bipède ici présent, donc ne ratez pas ça parce que franchement il y a de la news, il y a tout, il y a de l'action, il y a un petit peu de choses olé olé, il y a vraiment que du bonheur. Voilà, dans quelques instants c'est le récap, moi dans 2 minutes je mets en ligne une vidéo sur ma chaîne qui est le test du S23 Ultra avec le mode créateur, un truc comme 2 mois de travail, j'en suis ravi, et ça arrive bientôt sur la chaîne, vous allez voir, vous allez pleurer comme moi quand je vais me retrouver sur le récap à me faire allumer tout à l'heure. Je vous remercie encore infiniment. Merci, C'est la meilleure émission tech, voilà, de Twitch. À la semaine prochaine. Allez, les replays derrière.